Bon, une fois de plus, bonsoir encore à tous. Je pense que nous savons tous pourquoi nous sommes là aujourd'hui. On va essayer de discuter un peu sur le projet, essayer d'avancer un petit peu. Vous tous, vous savez, on a pu réunir enfin, le nombre de personnes qui était possible. On a une personne qu'on devait ajouter au projet qui malheureusement n'a pas pu participer au projet. Je vais vous donner les raisons. Il y a donc Joe Imo, qui est un ami à moi, qui a une entreprise dans tout ce qui est agence immobilière et tout. Et donc l'idée vraiment, c'était qu'il puisse nous rejoindre sur le projet. Et malheureusement, on n'a pas pu avoir cette coalition-là parce que il m'a expliqué, donc bien évidemment, le projet, l'entreprise Joe Imo, c'est aussi plusieurs collaborateurs, donc c'était un peu compliqué pour eux. Ils ont discuté pas mal sur l'opportunité qu'on leur offrait, et ça a été un peu difficile pour eux de tous rejoindre notre projet. Donc du coup, c'est la raison principale. Donc là, ils sont en train d'essayer deux, trois trucs. Il y avait déjà des projets en cours, donc il m'a dit que si tout est bon, normalement, avec ce qu'ils sont en train d'essayer, lui, il veut bien rejoindre le projet qu'on est en train de lancer. Donc si dans 6 mois, sur le projet qu'ils sont en train de faire, si, voilà, si ça ne donne pas comme ils sont en train d'espérer, il pourra nous rejoindre à ce moment-là. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, il va forcément rejoindre le projet? Ça, je ne sais pas encore, mais c'est à voir. Ça se trouve, dans 6 mois, beaucoup de choses peuvent changer en 6 mois. Alors, c'est dommage parce que l'idée vraiment, c'était d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience dans le secteur, qui pourrait énormément nous appuyer, nous permettre d'aller rapidement sur la chose. Donc, du coup, la question que moi, je vais vous poser d'abord, c'est est-ce que quelqu'un qui est dans le secteur? De l'immobilier. Ouais, qui fait déjà dans ça, soit une agence immobilière, un truc comme ça, surtout une agence, c'est intéressant. Personnellement, non, je connais des gens qui le font, mais je connais pas personnellement quelqu'un qui a une agence dans le milieu, pas vraiment. Ok, De ton moi j'ai côté, trois toi? personnes. J'ai trois Mhm. personnes en tête. J'ai trois Ouais. personnes en tête. On a eu à faire le lycée ensemble, donc je vais essayer de laisser des messages et puis on verra Mhm. si on peut collaborer avec eux. Ok. Ces trois personnes-là, c'est quoi? Ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Et tu les mets à quel niveau à peu près dans ce qu'ils font aujourd'hui? Ta caméra et ton micro. Ok, ces trois personnes, c'est un petit problème, ça va se régler. Ces trois personnes ont une agence immobilière. Je pense que le premier a, les trois ont une agence immobilière, mais j'ai deux en tête qui ont une agence depuis près de 3 ans qui marche bien, je pense. Vu comme ils communiquent sur les réseaux, donc je vais essayer de Mhm. leur contacter. On verra. Ok. Alors, donc du coup, c'est quoi donc le sommaire pour ce soir? Donc, la première chose qu'on va faire, c'est la présentation, bien évidemment, pour nos différents abonnés et personnes qui vont suivre naturellement la série. Ensuite, on va parler des pourcentages de chacun. Donc, ça va être transparent, donc je vais expliquer les différents pourcentages de chacun. Et ensuite, on aura le point sur le pacte d'associés qui viendra par la suite. Et on aura donc après l'exploration. Donc, on va mettre à terre le projet, enfin, pas le projet, mais ce qui avait été pensé de base et qui m'a incité justement à vous mobiliser, à essayer de trouver des collaborateurs pour qu'on puisse travailler justement sur ce projet. Et qui est donc Lionel, comme vous savez, bien évidemment, qui m'a relancé sur cette histoire d'immobilier-là. Et donc, du coup, j'ai décidé de mon côté de prendre ça au sérieux et finalement de me relancer là-dessus. Et donc, j'ai donc fait appel à nous quatre. Et j'estime qu'on va pouvoir, on a ce qu'il faut pour pouvoir aller trouver de la rentabilité par rapport à ce qui avait été proposé au départ. OK. Bah, donc, du coup, on va faire la présentation de l'équipe. Donc, chacun va essayer de se présenter. On va pas dire rapidement. Enfin, faites comme vous voulez. Chacun fait sa live. On se présente et puis on voit ce que ça donne par la suite. Moi, c'est encore Lionel, je suis graphiste designer et aussi UX designer, entre autres. Enfin, tout ce qui concerne l'image et le graphisme, c'est mon dada. Exactement, ok. Donc, et pour les gars qui ne savent pas justement, c'est Lionel qui me fait part de la chose. On va revenir dessus tout à l'heure, qui me relance en fait sur le projet. On va pouvoir voir en fait ce qu'il avait fait, ce à quoi il avait pensé, etc. Et dans ce projet justement, les rôles sont très spécifiques et clés dans le sens où toute la partie en fait visuelle, c'est Lionel qui s'occupera de la chose et aussi le terrain. Je sais que c'est un homme de terrain, c'est un homme de l'audiovisuel, donc voilà, ça va se faire. Ok, merci Lionel. Du coup, on va Merci. passer à une autre personne. Moi, c'est Boris. Je suis développeur et designer également. UI, UX. Qu'est-ce que j'ai encore ajouté? En gros, c'est un peu ça. Mais les gars, je trouve, Ouais, je trouve que vous êtes trop humble dans les présentations. Vous êtes trop humble dans les présentations, mon frère. Il faut que le Boris, gars sorte pour tout le portfolio. gars, vous êtes trop humble, gars. Boris qui dit qu'il est On va encore ajouter développeur quoi? UI, UX. Non, mais pour être plus sérieux, je sais que bon, Boris, souvent, n'aime pas trop. Mais je vais quand même te présenter. En fait, Boris, c'est notre CTO. Et Boris, c'est à la fois un amas de compétences techniques, frère. C'est monstrueux. À la fois dans le développement, tout ce qui est serveur, infra, enfin, tout ce qui est technico-technique, c'est vraiment Boris. Et ça fait beaucoup d'années maintenant qu'on travaille ensemble. C'est l'homme qu'on ne voit pas, mais c'est vraiment l'homme qui gère tout. Il a pu voir ses projets. Hein. Ouais, tu vois, c'est monstrueux. Tu vois qu'il a raison, Ouais. c'est monstrueux. Je pense qu'on aura un jour, quand les choses vont bien réussir, on aura le temps vraiment de présenter l'équipe, de faire une série sur tout ce qu'on fait, etc. Comme ça, pour que les travaux soient bien publics. Alors, pourquoi bien évidemment Boris dans le projet, j'explique encore, c'est très important parce que à la base, on sait forcément que si le projet évolue, de toute façon, on sait que de toute façon, si le projet évolue, on va aller vers quelque chose qui ressemble plus ou moins à un logiciel, qui soit de l'automatisation et tout. Donc, c'est pour ça, en fait, que Boris est là. Donc, tout ce qui sera, s'il faut coder des trucs, s'il faut mettre des trucs en place, Boris s'occupe justement de cette partie technique. Donc, il est donc le CTO par nature, voilà, normalement. Il m'a validé déjà responsable marketing chez Digital Expertise. Et en plus de ça, on va dire que j'ai quelques petites activités que j'essaie de développer autour de ça, notamment la plus récente qui est celle de lancer un studio de podcast. Et la plus ancienne, il y a par exemple le net qui est beaucoup trop souriant, tu me déconcentres. Non, tu as quelque chose qui m'intéresse.
Tu vas dire un truc qui Non, m'intéresse, on va parler en off. Continue. ok, ok. La plus récente, donc, l'activité la plus récente est celle du lancement d'un studio de podcast. Entre autres, je suis ce qu'on appelle, je suis quelqu'un qui aime absorber de la connaissance. Cela passe par des pensées philosophiques, cela passe par aussi dévorer des bouquins, plus précisément des livres audio. Et le dernier en date, c'est 100 millions de livres, c'est déjà. Donc, c'est un peu tout pour ma présentation. Pour la personne qui ne sait pas qui a écrit le livre, il pourra aller chercher. Donc, c'est tout. Rapide et efficace. Ok, super. Donc, merci beaucoup les gars. Donc, on va essayer d'évoluer. Donc, comme je le disais, l'équipe est là, l'équipe est constituée. Nous avons et la partie technique, donc CTO Boris, on a pour la partie marketing Emma qui va s'occuper majoritairement de la partie marketing. Bien évidemment, on parle de marketing, on va travailler tous ensemble. On a Lionel qui va aussi se charger de tout ce qui est visuel, de tout ce qui est rendu visuel, bien évidemment. Et aussi le terrain. C'est vrai que nous tous nous sommes des hommes du terrain de toute façon. C'est un peu, hein? Exactement. Exactement, tout ce qui est UI, UX. Donc, c'est une équipe polyvalente, mais qui se complète. Donc, je pense qu'on a les bonnes personnes pour qu'on aille trouver de la valeur, pour qu'on aille mettre de la valeur en place. Je reviendrai donc très simplement sur les différents pourcentages pour être transparent, vu qu'on vous l'a promis. Donc, de toute façon, il va falloir qu'on soit transparent là-dessus. Donc, je vais commencer avec Emma qui a 3% sur le business. On aura donc ensuite Boris qui a 10% et Lionel qui a 8% sur le business. Donc, et ensuite, le reste qui me sont conviés. Alors, bien évidemment, si on a une autre personne qui va rejoindre l'activité, Emma nous a proposé quelques personnes. Enfin, il va nous proposer quelques personnes, on va voir ce que ça donne en fonction de qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place pour voir s'ils arrivent à nous rejoindre, bien évidemment, dans cette aventure. OK. Donc, toutefois, avant d'évoluer, je tiens d'abord à rappeler que ce projet se veut très sérieux. L'objectif principal, c'est de résoudre un problème. OK. Donc, c'est vraiment de résoudre le problème qui se pose aujourd'hui au niveau de l'immobilier. C'est ça qui nous intéresse. D'abord, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, par rapport à cela, c'est vrai qu'avant de faire cette réunion, on a vite fait, on a fait quelques enquêtes sur qu'est-ce qui était fait en matière d'immobilier au Cameroun, en Afrique, etc. Et on a vu qu'en termes de rentabilité, ce n'était pas trop ça. On a vu que ce n'était pas trop ça. Donc, a priori, ce n'est pas le projet qui va nous rendre, je ne sais pas, les Bill Gates ou bien les Microsoft. Mais en tout cas, il y a moyen d'aller résoudre des problèmes. Effectivement. Donc, il y a moyen d'aller résoudre des problèmes. Et les problèmes que nous allons résoudre, voilà, que ce soit, on ne sait pas encore, que ce soit par une plateforme, que ce soit par du marketing, par du service, etc. Peu importe la solution qu'on va arriver à mettre en place, cette solution-là se veut être quelque chose sur laquelle nous voulions en fait impulser, nous voulions par cette série aussi arriver à se mettre en avant, arriver aussi à vous inclure naturellement dans le projet pour ceux qui voudront naturellement travailler avec nous, nous contacter, comprendre un petit peu comment est-ce qu'on va driver un projet, comment on va essayer de réfléchir sur un projet ensemble et vous donner aussi des tips qui peuvent vous permettre vous aussi d'appliquer cela dans les différentes choses que vous faites au quotidien et de voir et de toucher surtout la réalité du terrain, la réalité camerounaise au niveau du business de l'immobilier. Exactement. Donc, c'est très, très, très important. Donc, en réalité, ce qui fait donc que je vous donne encore la genèse. Moi, je le sais, et comme je l'ai dit dans la première vidéo, je sais que je vais être très, très, très riche avec un gros patrimoine dans l'immobilier, mais je ne sais pas encore comment ça va se faire. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit. Donc, la dernière fois, Lionel m'a approché justement par rapport au projet. Il m'a fait part d'une idée aussi qu'il avait eue sur la partie comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que les gens puissent trouver facilement des biens immobiliers pour la location, etc. Donc, j'ai regardé ça avec lui. C'était assez intéressant. Mais comme je l'ai dit dans la première vidéo et également avec mon appel avec Joe, on s'est rendu compte que le projet n'était pas viable. Donc, j'ai dit à Lionel que vu ce que je suis en train de proposer, je pense que ça ne marchera pas. Par contre, ça tombe bien. On peut donc finalement s'associer pour essayer de mettre quelque chose en place. Et donc, du coup, vu que d'après tout, au-delà de tout, c'est d'abord une aventure. Donc, je fais donc appel à d'autres personnes comme Emma, comme Boris, ou bien d'autres personnes qui pourront aussi nous rejoindre par la suite. Donc, pour que justement. OK. Donc, alors, bien évidemment, lorsqu'on est dans un projet comme celui-ci, qu'on en a eu à faire, moi j'ai fait des projets comme ça avec des gens, des dizaines de projets. Pour la plupart, c'était échoue. 90% du temps. Pourquoi ce projet échoue? Je ne sais pas si vous avez une idée. Pourquoi des projets en groupe échouent très souvent? Les projets en groupe. Ouais, des projets cofondés par plusieurs personnes. Je pense peut-être que ça peut être dû qu'à un moment donné, chacun embrasse la vision différemment et peut-être que déjà, comment dire, enfin, que la vision au fur et à mesure que le projet évolue, chacun l'aperçoit différemment. C'est peut-être l'une des causes, c'est pas. C'est une très belle réponse. Je ne sais pas si vous voulez rajouter. Est-ce que vous avez déjà eu une expérience à essayer de faire un projet avec plusieurs personnes? Bon, je parle surtout plus pour Emma. Non, il y a souvent le niveau d'engagement qui baisse au cours de l'évolution du projet. Généralement, c'est l'une des causes qui fait que le projet en commun n'évolue plus. Parce qu'à un certain moment, certaines personnes travaillent moins. Et il y a une personne qui est un peu fatiguée de tirer le reste et de motiver le reste de l'équipe pour faire avancer le projet. Donc, il y a ça. Il y a aussi l'ego. Certaines personnes qui vont penser qu'ils ne sont pas assez valorisés ou bien que leur place n'est pas assez respectée dans l'évolution du projet. Et après, ils décident juste d'abandonner le projet. Donc, ça, c'est deux raisons que je pense qu'il faut couler beaucoup de projets. Ok. J'aime bien la réponse de la motivation qui décroît. Oui, c'était. Exactement. Bon, est-ce que vous pensez que votre motivation va baisser? C'est une bonne réponse quand même, non, les gars. Est-ce que vous pensez que votre motivation, est-ce que notre motivation, moi-même, je parle moi-même en motivation, on peut arriver à un moment, ça baisse.
baisse peut-être le truc, on se rend compte que on a commencé à regarder la dernière fois avec Boris, ça m'a beaucoup démotivé et je me suis dit bah, peut-être ce truc-là, je vais encore en vrai peut-être dans quelques années. Parce qu'on a regardé un peu le marché, c'était chaud, on ne voyait pas dessus, c'était vraiment compliqué. Je sais pas, le dernier live qu'on a fait sur YouTube, les mains n'étaient pas la meilleure, on a regardé, ça marchait pas. J'ai même pas eu le lien. Si j'avais eu le lien, c'est que je serais forcément là. Mais la vérité, c'est qu'il y a un marché. Hein. Ouais, il a marché. C'est maintenant comment le capitaliser dans le contexte. Moi, je vois qu'il y a un marché, c'est clair. Donc, la question était si pour nous, la motivation va décoller. Ouais, qu'est-ce qu'on fait pour que notre motivation ne puisse pas descendre? Bon, si moi, déjà, moi, je vous dis très clairement, si moi j'ai fait appel à vous, c'est parce que je pense que vous avez ce qu'il faut. Je pense que vous avez ce qu'il faut pour le projet et je pense que vous n'êtes pas du style à vous démotiver. Peut-être Lionel. Je vais répondre au petit pourquoi moi je suis bien motivé, tu vois, parce que je t'avais fait comprendre que moi j'ai atteint un niveau où je veux seulement qu'il prenne forme. Que tu connais depuis combien de temps je le roule dans la machine et à quel niveau je suis arrivé. Et quand j'étais me contacter, c'était parce que voilà, j'étais déjà, comme on dit, dos nu, je me suis dit, quitte à ce que ça reste dans mon PC, dans mon disque dur, mieux on implémente ça et on voit quand même qu'on a essayé un truc et ça va donner. Je pense quand même que, à mon avis, si je vais abandonner, je vais juste penser la raison pour laquelle j'ai commencé. Et quand je vois que tout ce que j'ai investi ici là pour ça et on est déjà à ce niveau, c'est un plus. Il y a quelques années, c'était seulement sur un papier et là maintenant, on est en train de faire une sorte de mettre les choses sur pied. À mon niveau, moi, je ne vois pas l'intérêt je ne vois pas comment ça me démotiverait. Tout à fait. Ça veut dire que Lionel a atteint un point de non-retour. Ça veut dire un niveau où tu as tellement travaillé que tu ne peux pas abandonner le truc parce que tu ne peux pas retourner des zéros. Et tu as tellement avancé que tu ne sais pas si le Saint Graal est à 2 pas. C'est ça. Ouais, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et de ton côté, Emma? Ouais, moi j'aime les challenges, j'aime énormément les challenges. Et j'aime toujours être dans cet état d'esprit-là où je sens que j'ai besoin de faire mieux, où j'ai besoin de me surpasser. Je suis un peu comme le gars qui, lorsqu'il fait un truc à un certain moment, lorsque ça ne marche pas, il s'arrête et il kiffe le fait que ça ne marche pas. Parce que moi j'appelle ça le processus. Donc j'aime le processus et quand je suis dans le processus, il y a cette capacité à reconnaître que je suis dans le processus et que c'est la voie par laquelle il faut passer pour avoir des. Du coup, s'il y a des difficultés au cours du projet, moi je vais me dire c'est le processus et le processus il faut le kiffer. Il faut déjà se rendre compte qu'on est dans le processus et deuxièmement, il faut le kiffer. Donc, à ce niveau-là, je suis bien plus loin de la motivation de continuer d'avancer, mais je suis dans cet état d'esprit qu'il faut faire ce qu'il faut faire. Donc, c'est un peu ça. Impacter la société. Comme tu as dit, Giorgio, dans l'entrée de jeu, que c'est le but. Enfin. Effectivement. Je pense que s'il y a une solution qui permet d'impacter la société positivement, c'est. Effectivement. Donc, du coup, je vais juste resituer un petit peu le contexte là où on était. J'étais en train de dire, je parlais de qu'est-ce qui fait en sorte que la plupart des projets échouent, surtout les projets qui sont cofondés. C'est très souvent une question d'argent. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment la raison principale qui fait en sorte que, à un moment donné, les gens se déchirent, les équipes, voilà, du plus petit niveau qu'au plus grand niveau, parce que moi j'ai déjà eu à voir et ce qu'on enseigne en fait pour les incubateurs de projets de start-up, c'est ce qu'ils expliquent souvent. C'est-à-dire que les pourcentages et l'argent sont très souvent ce qui peut faire en sorte que les équipes, à un moment donné, peuvent se disloquer. Cette fois, par exemple, on a un investisseur qui vient acheter des actions, bien qui va racheter, par exemple, l'entreprise, ou bien, etc., etc. Soit, il y a, à un moment donné, on voit que, bon, on est dans le projet, on se dit, OK, quelqu'un vient et dit, bon, votre histoire, si je mets 10 millions sur la table, bon, Emma, lui, voit, par exemple, que si on vend, il peut avoir déjà 1 million, et vous ne voulez pas qu'on vende. OK, donc là, par exemple, à ce moment-là, ça devient très compliqué. Ou alors, voilà, donc ça, c'est des situations qui peuvent bien évidemment arriver. C'est pour ça que dès le départ, il faut qu'on puisse ensemble avoir la vision pour le projet. Okay? Qu'on puisse savoir exactement où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on veut mettre en place, que ce soit une vision partagée commune pour tous. Donc, c'est la première des choses qu'il faut faire. Donc, et comme je disais tantôt, la raison principale pour laquelle je vous ai convié sur le projet, c'est parce que je pense que vous avez le nécessaire, moi je crois en vous, et je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose ensemble. Donc ça, c'est la raison principale. Maintenant, on va revenir sur les pourcentages que j'ai donc mentionnés. Est-ce que quelqu'un pense que son pourcentage est assez ou bien ce n'est pas assez? Qu'est-ce que vous en pensez? Chacun individuellement. C'est bon. Je disais que, bon, à mon niveau, pour moi, on passe abstrait et c'est plus ou moins raisonnable. Et je n'ai pas grand-chose à ajouter dessus concernant le mien. Je pense que ça va. Bon, de mon côté, je pense qu'on devrait voir comment améliorer ça. On devrait améliorer pour du 5 au minimum. Ça serait beaucoup plus intéressant. Parce que je me dis que d'ici l'année prochaine, j'aurai un réseau au vu des activités de création, de contenu que je suis en train de mettre en place. Ce qui fait que déjà, grâce à mon image, on va beaucoup plus vendre en plus des atouts que j'aurai dans le projet. Et que je pense que ça peut être et ça devrait être amélioré dans certains points de vue. C'est tout. Ok, 5%. Okay. Du coup, de ton côté, Boris? Bon, de mon côté, je pense que ça va. Bon, vu que je vais plus du côté technique, pour l'instant, je pense que ça va. C'est vrai que c'est encore abstrait comme l'autre l'a dit. Mais bon, je pense que c'est bon. On va lancer. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, donc, de ce que vous avez dit au niveau de l'abstraction, bien évidemment, ça doit être clair. Hein, c'est-à-dire que dans un projet, il y a deux façons d'avoir de l'apport. Soit on a de l'apport financier, ce qui est toujours le plus considéré, soit on a un apport technique. Okay? Donc, l'apport technique, ça peut être j'apporte la connaissance, j'apporte le service, j'apporte voilà, une compétence ou machin truc. Ça peut aussi être un apport en bien. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que je catégorise ça dans le premier apport. Ça peut être j'ai les canapés, ou bien j'ai la maison,
où vous allez vivre pour faire le projet, ou bien j'ai la voiture qui va nous transporter. Ça peut être que ça mon apport. Okay, donc tout ça, c'est bien ordonnancé. On est dans une démarche en fait pédagogique. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que vous avez différents apports dans le truc. Lorsqu'on lance une société, on peut avoir des apports comment on appelle ça, numéraires, je pense, en argent. Des apports en argent direct. On a les apports en nature, comme j'expliquais tout à l'heure. Les apports en nature, c'est par exemple la voiture, etc. On a des apports aussi en industrie. Donc c'est ce qu'on va appeler compétences et tout ça. Je ne retrouve pas exactement quel truc de loi a dit ça, mais bon. Je sais qu'à peu près on est autour des 15%. Après ça, c'est à vérifier. Mais généralement, c'est juste pour faire comprendre en fait pourquoi il régule ça de cette façon. C'est juste pour faire comprendre que les apports en industrie ne pèsent pas plus que quelqu'un qui apporte par exemple, qui va par exemple apporter peut-être une maison ou bien un bureau, ou bien quelqu'un qui va apporter par exemple l'argent. Donc ça, c'est les apports en industrie. Donc, ce qui veut dire quoi? Je ne pense pas qu'il y ait peut-être un pourcentage fixé, mais je sais que les comptables au Cameroun disent souvent 15% quand ils nous donnent des conseils. Mais très souvent, en fait, ce qu'on veut par là dire, c'est qu'un apport en industrie ne peut pas dépasser un apport en argent ou bien les autres apports. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si tu arrives dans un projet et que ce que tu apportes, c'est la compétence, ça ne peut pas dépasser celui qui met, par exemple, l'argent ou bien qui met un immeuble de 6 étages. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est tout simplement, en fait, le point que j'essaye de voir. Mais sinon, on est libre de pouvoir définir les pourcentages comme on le veut. Et ça, c'est très important aussi. Donc, pour en faire la distribution des pourcentages, il y a un formulaire très souvent qu'on remplit. En fait, ce formulaire résume en fait les activités d'un business. Par exemple, on sait par exemple que site web, on sait peut-être qu'il y a la communication, marketing, etc. On essaie de lister toutes les activités, on met tous les cofondateurs, et ensuite, on va essayer à chaque niveau de donner en fait un score. Le score qui permet ensuite à la fin de pouvoir calculer un pourcentage. Ça, c'est aussi une façon de faire. Mais maintenant, troisième chose, c'est un partage de pourcentage qui est déterminé aussi par rapport aux charges, par rapport à la valeur de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire la valeur du business, la valeur de l'activité, combien est-ce que ça coûte, combien est-ce que ça vaut, pardon, et qu'est-ce que chaque personne apporte dans le business. Ça, c'est très important. Bon, déjà, pour commencer, je pense que ce soit Aïma, Lionel ou Boris, on a un apport de base qui est d'abord un apport d'industrie. Voilà, un apport d'industrie, voilà, de base pour tout le monde. Alors, effectivement, pour Joe, je lui avais proposé 10%. Donc, dans la discussion que je devais avoir avec lui, je lui proposais 10% parce qu'il a bien évidemment beaucoup plus il a beaucoup plus d'expérience dans la chose et il a déjà un réseau, tu vois, de personnes avec qui on va travailler, etc., etc. Ce qui fait que le business pourrait aller rapidement. Maintenant, alors j'ai fait une proposition de 3% à Emma. Et pourquoi j'ai fait une proposition de 3% à Emma? Parce que j'ai onboardé d'abord Emma parce que je veux qu'il soit dans le projet. Donc, clairement, je pouvais dire à Emma, voilà, on travaille entre qui peut gérer la partie marketing en consultation par une mission d'ex. Donc, l'idée, vraiment, c'était qu'il rejoigne le projet, qu'on essaie de travailler ensemble. Donc, il y a plus d'abord cette partie, faisons quelque chose ensemble au-delà. C'est pour ça que j'ai dit, c'est d'abord un problème à résoudre qu'on essaye de faire. Ce n'est pas juste une question de pourcentage ou bien de gain d'argent. C'est d'abord un problème qu'on essaie de résoudre. Au niveau de Lionel, c'est beaucoup plus pour la partie voilà, UI, UX design, comme on a dit au départ, et ensuite, de temps en temps, sur le terrain, donc que j'ai fait cette proposition-là. Au niveau de Boris, c'est bien évidemment pour la partie automatisation et tout ce qu'on essaiera de mettre en place. Donc, si j'essaie de totaliser, donc là, on est autour ça fait, là, on est autour de 21 à 22% total pour votre côté. Donc, sans moi. Donc, là, on va mettre donc Emma à 5% pour qu'il soit aussi bien, pour qu'il soit confortable, puisqu'il a parlé qu'on essaie d'augmenter la chose. Et il faut dire que lorsqu'on démarre un projet comme ça, il faut qu'il y ait un chef d'équipe. Il faut qu'on ne peut pas avoir, et ça, c'est aussi pour la partie pédagogique, pour ceux qui nous écoutent, on ne peut pas avoir un business où tous les cofondateurs sont à part égale. Ça, c'est très dangereux pour un business. Parce qu'on ne pourra jamais avoir de direction dans le business. Lorsqu'on va vouloir prendre des décisions importantes, ça va être compliqué. Donc, il faut que quelqu'un puisse driver les actions. Il faut que quelqu'un puisse driver la société. Donc, ça, c'est très important. Donc, et ça, c'est la raison pour laquelle, justement, je suis en pourcentage maximal aussi sur le projet. Alors, moi, je vais intervenir beaucoup plus sur la partie exécutive, la partie mise en place. Voilà, quoi, tout simplement. J'essaie de mettre tout le monde en charge, la partie management, tout ce qu'on va essayer de faire, les contacts, etc. Et bien évidemment, sur la partie aussi des stratégies. Donc, voilà. Alors, pourquoi, justement, comme j'expliquais, c'est très important qu'on puisse avoir une personne qui a fait dans l'immobilier. C'est parce que ça va nous permettre d'aller vraiment vite. Parce que là, le panel qui est là, il n'y a personne qui a fait dans l'immobilier. C'est très dangereux pour le projet. Donc, a priori, il nous faudrait quelqu'un qui a fait dans l'immobilier. Je ne sais pas comment on va faire, mais il faut qu'on trouve cette personne. Avec cette personne-là, vu que Emma sera à 5%, là, on va monter autour des 35%, 35, 40 maximum. Donc, ce qui est très bien. Donc, si on a du 60 et 40. Donc, voilà l'explication de la chose. Est-ce qu'il y a encore des questions sur cette partie? Si vous voulez poser des trucs, si vous voulez parler d'autres choses, on en parle et ensuite, on va passer au deuxième point. Sauf que, en fait, est-ce qu'il incombe juste à Emma d'amener quelqu'un qui est dans l'immobilier ou si quelqu'un a un contact aussi? Si tu as des contacts, tu en Et enfin, il y a même pas ici au Cameroun, on va dire quoi? On connaît tout le monde des agents immobiliers. Exactement, c'est ça le truc. C'est ça le truc. J'espère qu'Emma, il faut bien sélectionner la personne. Ne prends pas les gars qui envoient seulement les trucs sur Facebook ou WhatsApp. Non, c'est un gars qui a une agence. Les deux ont une agence.
Okay. Les deux gars ont une agence. Le troisième, je ne sais pas s'il a une agence ou pas. Mais le premier, je pense qu'il a une agence immobilière TAPE. Le deuxième, il a aussi une agence immobilière. Pour le troisième, je ne sais pas. Ils sont crédibles. Ok, ça c'est bon. C'est bon. On va regarder et puis on va comparer. En fonction aussi du mindset de la personne, on va essayer de voir avec qui on va travailler. Donc voilà. Ce qui peut aussi être dangereux, c'est que le fait qu'on se connaisse, nous quatre, ça c'est très bien pour un projet. Une personne qui vient qu'on ne connaît pas, c'est aussi très risqué. On va voir, donc on va essayer de voir en fonction de la personne avec qui tu as plus d'affinité parmi tes gars là, que tu connais bien. Et tu nous diras de toute façon sa moralité, etc., etc. Donc on va voir. Et aussi ceux qui nous écoutent, si vous avez des gens qui sont dans l'immobilier ou vous pensez que vous-même, hein, si vous avez une agence et que vous pensez que le projet est intéressant, vous voulez rejoindre l'aventure, vous pouvez effectivement candidater quoi. Voilà. Donc les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes surtout. Donc et aussi pour la suite, on ne sait pas qui est-ce qu'on aura besoin demain. Donc ça reste ouvert. Donc il faut qu'on ait aussi un maximum de réserve de pourcentage. S'il y a des gens très intéressants, on peut avoir demain quelqu'un qui arrive là, qui veut rejoindre. Donc ça serait aussi intéressant qu'on puisse ça. Ouais, effectivement, en dehors de celui d'Emma, bien évidemment. Donc on pourra avoir potentiellement, que ce soit des investisseurs ou des personnes qui essayent de rejoindre telle activité, un actionnaire important. Ça c'est très, très, très capital. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres sujets sur la partie pourcentage? Non. Ok. De ton côté, c'est bon, Emma? Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Okay. Nice. Ok, donc du coup, on va évoluer la partie exploration. Donc, comme je le disais, en fait, Lionel avait proposé quelque chose. Je ne pense pas que Emma a déjà vu, ni Boris. Peut-être Boris a vu déjà, je crois. Donc, du coup, l'idée, c'est que tu nous présentes encore un peu le truc. Lionel, je ne sais pas si tu l'as devant toi là, si tu peux présenter ton écran, comme ça on essaie de regarder ensemble. Alors, avant qu'on ne démarre cette partie, j'ai oublié de vous dire. Donc, j'avais parlé du pacte d'associés dans le truc. C'est-à-dire que généralement, lorsqu'on a défini les pourcentages, lorsque on sait ce sur quoi à peu près chacun va intervenir, la vision à peu près du projet, on la connaît déjà. On va donc faire un pacte d'associés qui est très important. C'est un document qui va être envoyé à chacun d'entre nous. Donc, l'idée, c'est que sur ce document, on puisse voir en fait les différents pourcentages de chacun des noms, etc. Identification de chacun des associés. Et tout le monde devra signer ce document-là, qui est un pacte d'associés. Alors, parce que bien évidemment, avant de commencer une activité, ce n'est pas une entreprise concrète. Donc, ça veut dire que si l'entreprise n'est pas encore créée, qu'est-ce qu'on peut faire? Par contre, on peut faire d'abord un pacte d'associés. Donc, le pacte d'associés va spécifier en fait les différents pourcentages de chacun et le nom de ce qu'on veut faire, la vision, etc., dans quel secteur on veut faire. Donc, c'est vraiment très important. Voilà. Donc, du coup, vas-y, Lionel. Ça, ce sont les écrans du projet en question, mon agent immobilier. Les écrans sont vraiment montés en fonctionnalité déjà, comme si on utilisait déjà l'application en soi. Le nom n'est pas encore arrêté. C'était juste pour que les gens comprennent que l'application renvoie à quel type de service. Donc, vous avez reconnu les 3 premiers écrans. Et ici, voilà le menu principal avec les fonctionnalités que vous pouvez voir comme partager, liker, voir l'annonce et tout ce qui va avec. Et là, nous avons la recherche par filtre pour chercher les différents logements. Juste s'il te plaît, je te coupe à Lionel. Est-ce que tu peux fermer le truc de Google Meet là? Non, pas ça. Le truc, c'est voilà, ferme un peu. Ouais. Oui, ferme. Voilà, c'est bon. Même tu peux masquer le truc en bas là, comme ça, on a vraiment la visibilité sur masquer, voilà. Masquer, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Donc là, on est au niveau des filtres. On peut faire les recherches par filtre, comme vous voyez. Et là, c'est notre espace menu. Enfin, j'ai appelé ça comme ça pour gérer les annonces, voir les annonces qu'on a enregistrées, modifier une annonce ou bien, voilà, se déconnecter. En fait, modifier une annonce, c'est pour la personne qui a, par exemple, posté un mobilier et qui veut modifier son annonce et qui appartient en ligne, par exemple. Et voici comment se présente une annonce, en fait, avec les logements, le nombre de vues. On peut avoir toutes les statistiques sur l'annonce qu'on a faite pour voir le nombre d'interactions de notre annonce sur notre plateforme. Ça, c'est le processus d'enregistrement d'une annonce, en fait, avec le processus de paiement et tout ce qui va avec. Cette fonctionnalité, si l'annonce est vérifiée, c'est pour voir si l'annonce est crédible, si elle a été vérifiée par nous. Et un peu comme les comptes vérifiés sur les réseaux sociaux, en fait. Oui, c'est un peu ça. On peut avoir accès à ces annonces qu'on a enregistrées. Si on naviguait sur l'application et qu'on a vu des annonces qui étaient intéressantes, on peut les sauvegarder et puis les revoir. Et c'est la rubrique annonce enregistrée pour partager à un ami ou à un tiers, par exemple. Ici, on peut consulter l'annonce. Si on avait un post qui nous intéresse, avec les informations telles que la commodité, la présentation et la localisation. Sauf que pour avoir accès à la localisation, si vous cliquez, il y aura souscrit à une offre pour avoir accès à la localisation ou appeler le bailleur. Donc, la fonctionnalité appelée le bailleur est masquée et la localisation est masquée. Tu peux consulter cette annonce, même si tu n'as pas souscrit. Mais pour avoir ça, on va t'envoyer le pop-up. Et voilà les étapes du processus d'abonnement. 500 francs, 2000 francs, tout ça encore. C'est encore des concepts, en fait. Des concepts. Et maintenant, on peut créer une annonce avec les étapes qui sont à cet effet, en fait. En gros, c'est un peu ça le projet en soi. Ok. Les gars, rebondissez un moment, c'est ouvert et tout. Ok, Jordi, tu as dit déjà que Lionel avait présenté l'idée principale et puis tu avais remodélisé la chose. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment tu as remodélisé l'idée principale déjà? Parce que tu as ajouté une vision à cela. Ouais, Lionel, ton truc, il m'embête vraiment, je sais pas. Si tu peux fermer d'abord ça. Ok, d'accord. Ok, comme ça on voit le truc. Bon, déjà, je ne sais pas si vous avez compris, en fait, si vous avez bien compris ce qu'il a présenté. Lionel, je vais dire ce que moi j'ai compris de ce que tu m'avais présenté. D'accord. Alors, donc là, bien évidemment, on a affaire à une plateforme de, on va dire, je vais appeler ça démarchage, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a une plateforme qui va permettre à 2 acteurs, notamment celui qui cherche le bien locatif et celui qui possède le bien. Donc, celui qui possède le bien peut donc créer des annonces. C'est bien ça, non, Lionel? Donc, il va créer. C'est ça, c'est parfait, c'est ça. Voilà. Donc, il va créer des annonces sur son bien, normalement et naturellement, en mettant des images, etc., des descriptions et un tas de choses que l'application a prévues. Et celui qui veut louer le bien, lorsqu'il arrive, en fait, il peut voir les différents biens qui sont proposés. Et il a donc l'option, je pense que de base,
il ne voit pas le contact de la personne. C'est ça, non? Il ne voit pas le contact, en fait, du bailleur, il n'a pas le WhatsApp, il n'a pas la localisation. Donc, il doit payer 100 francs pour pouvoir voir, en fait, le truc. Il doit payer 100 francs pour pouvoir voir le numéro et la localisation du bailleur. Donc, je pense que ça, c'était l'idée que tu avais proposée. Et donc, est-ce que les 100 francs, il le paye? C'est par jour, ou bien c'est à chaque fois qu'il regarde, ou bien c'est mensuellement? Tu sais comment? Il peut payer 100 francs par annonce. Par annonce, voilà, c'est ça. À chaque fois qu'il regarde l'annonce, si l'annonce l'intéresse, il paye 100 francs. Il paye 100 francs et il a accès à tout ce qu'il faut pour l'annonce. Et les 2000 francs d'abonnement, c'était quoi? Pour l'annonce. Il peut aussi avoir le forfait mensuel. Le forfait mensuel, justement, qui est de 2000 francs. Et là, tu peux voir tous les biens et avoir tous les contacts, tous les trucs. Alors, lorsque ça a été présenté de cette façon-là, là, je m'adresse aussi à Emma. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes faire ce truc-ci, c'est-à-dire ce type d'application. J'en connais même. D'ailleurs, Joe Imo en fait partie. Joe Imo, qui en a proposé de collaborer, qui a fait justement un truc comme ça. Très souvent, en fait, ces applications-là ça ne prend pas, comme lui, je préfère prendre son terme, il dit que ça ne prend pas. Donc, ça ne prend pas, pourquoi? Parce que d'un côté, tu dois avoir des bailleurs, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies suffisamment de biens sur la plateforme, ce qui n'est pas assez évident. Enfin, ça fait partie du game, mais disons qu'il faut suffisamment de biens sur la plateforme. Parce que quelqu'un qui vient regarder une plateforme pareille, il n'aimerait pas avoir l'impression qu'il regarde les mêmes biens depuis lundi. On est d'accord? C'est-à-dire que tu ne peux pas venir sur une plateforme vendredi, lundi, c'est le même truc que tu as vu, mardi, c'est le même truc que tu as vu, mercredi, c'est le même truc que tu as vu, parce que la plateforme n'a pas une traction. C'est-à-dire, dès le départ, il faut aller trouver les bailleurs qui vont mettre, ou bien trouver les gens ou bien des concierges qui vont travailler pour les bailleurs, qui vont poster. Et ça, c'est pas évident. Les maisons, c'est pas le gâteau, quoi. Je veux dire, c'est un truc statique. C'est pas un truc qui change tellement. Donc, ça fait que c'est compliqué d'avoir beaucoup de biens qui sont le système d'actualisation est assez complexe. Donc, deuxième chose, c'est que il faudrait que tu puisses aussi, d'un côté, activer suffisamment de personnes sur la plateforme, avoir une traction sur la plateforme qui permette que tu puisses avoir des bailleurs qui acceptent d'investir l'énergie dans le truc. Parce que, au départ, si tu as 10 bailleurs et que les 10 bailleurs, supposons, ils ont dit 10 biens, ça te fait 100 biens que tu as sur la plateforme. Mais après, qu'est-ce qui se passe? La demande. C'est compliqué. Donc, ça veut dire que les gens qui viennent, parce qu'ils voient que ça ne change pas très souvent, ils partent. Ça, c'est d'un côté. Deuxièmement, les bailleurs, avec le temps, ne voudront pas trop poster parce qu'ils voient que ça ne marche pas. Soit les gens ne viennent pas suffisamment sur la plateforme, soit. Et c'est complexe. Autre chose aussi qu'on analysait, quand moi j'ai vu le truc qui fait en sorte que c'est très difficile, c'est que un bien, généralement locatif, lorsque tu le prends, la personne qui a trouvé son bien sur la plateforme, il prend le bien, là, c'est parti peut-être pour 6 mois. Donc, minimum. Donc, disons que c'est parti pour 6 mois. Ça fait que tu n'as pas une réelle rentabilité derrière. C'est-à-dire que tu as donné le bien à quelqu'un à 100 francs. Et le gars est OK pour 1 an. Donc, il ne revient pas sur la plateforme. Alors, en gros, s'il a trouvé le bien, il supprime l'application, quoi. C'est fini. Donc, j'ai trouvé mon bien, ça va, je suis satisfait, je supprime l'application. C'était bon. Donc, du coup, ce qui fait que c'est compliqué de garder les gens sur une telle application aussi, également. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que dans 1 an, l'application soit toujours là, tu vois. Et ça, c'est aussi un facteur qui est à considérer. Dans le sens où 100 francs, ça veut dire que si tu as 400 personnes, supposons que par magie, tu as 400 biens et que chaque mois, 400 personnes arrivent à regarder les biens, ça te fait 100 francs fois 400 personnes. 100 francs fois 400 personnes, ça fait 40 000. Donc, en 1 mois, sur une application comme ça, tu as 40 000. Ce n'est même pas suffisant pour acheter une chaise, pour payer déjà le loyer même du bureau. Donc, a priori, on comprend que ce n'est pas une application qui est rentable. Alors, si tu as des abonnements, imaginons que par magie, on arrive à faire un marketing extraordinaire et les Camerounais, 400 Camerounais payent 2 000 par mois. Donc, ça veut dire combien? 2 000 fois 400. Quelqu'un peut calculer. Ça, c'est 800 000. 800 000. 800 000 par mois. Donc, disons qu'on a fait une stratégie marketing du tonnerre. Les gens ont pris un abonnement de 2 000. La question, c'est pourquoi je dois prendre un abonnement de 2 000 le mois? Ça, c'est la véritable question sur l'offre. L'offre n'est pas bonne. Quelqu'un qui sait qu'il va venir regarder un bien une fois, dès qu'il a trouvé son bien, il est parti. Il ne renouvellera jamais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, dès qu'il a vu son truc, c'est parti. 6 mois, il supprime l'application. Donc, une autre personne, même ce n'est pas parce que tu as mis 100 francs que quelqu'un va payer 100 francs. Quelqu'un va te dire pourquoi il paye 100 francs chez toi alors qu'il peut voir ça gratuitement sur Facebook. Question posée. Pourquoi il va te payer 100 francs? Il peut bien chercher sur Facebook et il trouve son bien, donc pas besoin de payer 100 francs. Parce que les 100 francs qu'il paye là, tu ne garantis rien. Il n'a pas vu le bien, il n'est pas allé sur place, etc. Donc, ça ne change rien. En ce qui concerne l'abonnement, donc là, on vient de comprendre que quelqu'un qui réfléchit bien, il comprend que disons que par magie, 2000 c'est combien de 100 francs? C'est 200 francs. 2000 c'est combien de 100 francs? C'est 20 100 francs, c'est ça, non? 20 100 francs. Pourquoi je prendrais un abonnement alors que j'ai la possibilité de débloquer les contacts de 20 biens? Ça, c'est la question. OK. Si déjà tu as plus de 20 biens sur la plateforme, si la plateforme a suffisamment de biens, parce que ça se trouve, sur la plateforme, il n'y a que peut-être 20 biens très, très intéressants. Il va payer 100 francs et puis il aura 20 numéros. Voilà, tu vois, il aura 20 numéros et c'est souvent compliqué. Et aussi, il faut connaître la cible camerounaise. Ce pas des gens qui vont s'engager à prendre des abonnements. Donc, ça, c'est par expérience parce qu'on est camerounais. Donc, les gens ne vont pas payer 2000. Donc, déjà que ça se voit au niveau des abonnements, que tu dis, les trucs comme Netflix, Canal+, là, on voit le comportement des Camerounais, comment ils font. Donc, on sait, on ne va pas le dire sur YouTube, mais on sait que beaucoup de gens ont beaucoup de méthodes pour pouvoir aller avoir des abonnements. Donc, c'est pas pour regarder la maison qui vont venir payer l'abonnement. Donc, c'est très complexe. Donc, voilà un peu les éléments qui permettent de déterminer que le business model n'est pas bon, et que le business tel que présenté ne va pas fonctionner. Bon, il y a aussi un côté que Georgia avait rajouté, comme la question que vous fallait poser, de savoir quel est l'élément qu'il a modifié. Bon, au pire comme ça, Georgia avait dit que ce serait intéressant d'inclure le service des meublés, parce que c'est quelque chose... Effectivement. Le pire, c'est que je viens de noter ça. Le pire, c'est que je viens de noter ça, parce que j'ai réfléchi. Parce que le meublé, c'est comme l'autre. Voilà, on a compris, en fait, pas besoin d'argumenter, ça va. Ouais, effectivement. Donc, ce que tu dis.
Ouais, mais vas-y, moi. Effectivement, c'est que tu dis, moi je viens de noter ça parce qu'au fur et à mesure que vous parlez, moi je prends des notes et tout. Et directement, j'ai pensé au différents business models qu'on peut mettre en place premièrement sur du long terme parce qu'il faudrait que l'application fonctionne même si les gens ne veulent pas des maisons. Et c'est l'un des trucs que j'ai écrit. Donc, essayons, continuons, c'est juste ce que je voulais dire. Ouais, donc, ouais, effectivement, après réflexion, on s'est rendu compte que ouais, un truc comme ça pourrait être intéressant plutôt pour du meublé, où les gens peuvent directement trouver des biens, des meublés, sachant que les meublés, c'est des choses qui sont c'est beaucoup plus dynamiques en fait que des biens de location à long terme. Donc, les locations à courte durée, c'est plus intéressant dans le sens où la personne, soit peut changer le prix, soit les clients qui prennent, ils prennent parfois pour 1 jour, 2 jours, la maison se libère très rapidement. Donc, une autre personne peut ensuite rebooker. Donc, ça, c'était beaucoup plus intéressant. Et sachant qu'avec 100 francs, tu as le contact directement des meublés. Ensuite, derrière, est-ce qu'on gère la partie de booking où on fait la réservation, ou alors on met juste en contact et la personne va contacter celui qui possède le meublé. C'est des choses sur lesquelles on réfléchissait. Ouais. Je dirais que c'était plus intéressant. Voilà. Donc, au final, même avec ça reste compliqué. Ouais. Même avec les meublés, ça reste compliqué parce que j'analysais encore le truc la dernière fois avec Boris. On s'est rendu compte que beaucoup de gens utilisaient quand même Airbnb. Hein. Donc, Airbnb a déjà résolu ce problème-là. Donc, c'est pas une idée très nouvelle. Et ouais, il va falloir s'imposer sur le marché. Ça veut dire, c'est excellent, franchement, le meublé, c'est la solution au truc. Mais là, il faut aller entrer en concurrence avec Airbnb. Bon courage. Donc, est-ce qu'on met ça de côté? Peut-être pas forcément. Mais l'idée aujourd'hui, après ce qu'il a présenté, c'est de dire que, OK, le premier truc qu'il a présenté, ça ne marche pas. Donc, il faudrait il faut mettre table rase. On n'a pas eu de projet. Il faut qu'on réfléchisse à un projet en immobilier. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à se positionner. Où est-ce qu'on va se positionner? Où est-ce que c'est plus facile pour nous de se positionner en fonction des compétences qu'on a, de pouvoir se positionner, quel produit on peut créer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, c'est ça la question aujourd'hui. Et je disais précédemment que dans l'immobilier, il y a 3 secteurs de façon basique que je vais essayer de résumer ça comme ça. On a le premier secteur qui est ceux qui achètent, qui vont acheter des terrains, des biens, des maisons, etc., qui vont ensuite revendre, qui sont ceux qui font beaucoup de commissions. Donc, quand tu achètes un bien, quand tu achètes un terrain, quand tu achètes une maison et que tu retapes et ensuite derrière tu revends, là les pourcentages que tu arrives à dégager sont très conséquents, donc c'est beaucoup plus intéressant. Deuxième secteur où on peut également se placer, c'est celui du locatif, c'est-à-dire ceux qui ont déjà leur maison, ils décident de louer chaque mois. Donc ça c'est le business classique que tout le monde connaît. Donc chaque mois tu loues, chaque mois tu cours derrière le gars pour qu'il paye le loyer. Donc ça c'est aussi quelque chose déjà qui existe. Donc l'autre troisième catégorie, c'est ceux qui vont être un petit peu dans le démarchage et qui vont proposer les services. Donc ça, c'est ceux qui vont, soit les agences immobilières qu'on connaît, quelqu'un va te dire, OK, si tu veux un bien, la visite, c'est 5 000. OK. Donc, ça veut dire que si dans la journée, il arrive à faire visiter à 4 personnes, ça fait 20 000 sur la journée, et ce qui est intéressant. Donc ça veut dire que si le gars, dans son portefeuille, il s'assure qu'il a toujours 10 maisons par semaine qu'il peut faire visiter aux gens. S'il s'organise bien, il y a moyen d'aller chercher les 200, 300 000 par semaine. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Les agences immobilières qui font ça, il y a aussi des agences immobilières qui peuvent faire, c'est vrai que ce n'est pas très populaire au niveau du Cameroun, ça s'appelle de la conciergerie, pour les loyers à courte durée et les loyers à longue durée. Donc on peut faire également de la conciergerie. Mais en tout cas, ça c'est tout ce qui définit ce qui est service au bien, c'est-à-dire service au bailleur comme à la personne qui cherche le bien. Donc ça c'est aussi, ça rentre dans la catégorie du démarchage des services. Alors, ça peut aussi être, et dans cette catégorie des services, on peut aussi avoir ceux qui font le nettoyage. Donc il faut aller très bas. Donc il faut imaginer toutes les possibilités. C'est-à-dire ceux qui ont les agences pour aller faire le nettoyage. Là c'est par exemple les immeubles de quelqu'un qui a plusieurs appartements meublés. Là ça peut être intéressant d'avoir un service de nettoyage qu'on propose, qui fait le nettoyage chaque semaine ou bien 3-4 fois par semaine, et là tu fais dans plusieurs immeubles différents d'ailleurs, et là ça devient intéressant, pourquoi pas les hôtels, etc. Ça reste quelque chose d'intéressant à proposer aussi, ça reste dans le service aussi, où il peut avoir de l'argent, mais c'est pas fou. Enfin, ça va, mais c'est pas fou. Parce que globalement, par expérience aussi, on sait que les hôtels très souvent vont avoir leur service de nettoyage interne. Celui qui a fait le meublé là, quand il fait le meublé, il pense forcément avoir un truc de nettoyage, donc forcément il y a aussi du nettoyage, soit c'est le gardien. Donc c'est pas très professionnel ce secteur, c'est soit c'est le gardien qui nettoie lui-même, s'il a même le gardien. Parce qu'il y a d'autres meublés que tu appelles, c'est lui-même qui nettoie avant que tu n'arrives. Donc voilà, est-ce que ces personnes-là acceptent de travailler avec une entreprise professionnelle qui fait dans du nettoyage, qui nettoie partout, etc. À voir. Donc voilà à peu près les 3 catégories. Libre champ pour nous de déterminer, on va dans quelle catégorie. Libre champ de déterminer, est-ce qu'on crée une nouvelle catégorie, est-ce qu'on a assez d'idées pour aller créer une 4e catégorie qui n'existe pas. Et c'est là où vraiment ça devient intéressant. Alors en sachant que quelque chose de nouveau ne veut pas forcément dire que ça va marcher. Hein. Donc quelque chose de nouveau ne veut pas forcément dire que ça va marcher. Donc vite fait comme ça, avec quelques réflexions, on sait déjà que le premier secteur, on n'est pas déçu. On n'a pas les biens qu'on va l'acheter, on n'a pas ça va être trop compliqué pour nous. Il n'y a pas d'expérience pour. Donc, à moins qu'on trouve quelqu'un qui fait déjà dans la vente des terrains, des trucs comme ça, là, qui va t'amener à côté parce qu'il a les terrains. C'est compliqué. Donc, on n'est pas sur cette vibe-là. On n'est pas non plus dans la vibe de construire des bâtiments. Donc, non. Voilà, on n'est pas dans cette vibe-là. Ça veut dire que première catégorie, c'est mort. Deuxième catégorie, construire les biens et faire de la location. Ça aussi également, c'est mort. Donc, on n'est pas dans ce vibe-là. Ça demande trop d'argent. Ouais, effectivement. Quoi que ça peut être intéressant, mais il faut déjà avoir le terrain. Le problème, c'est l'emplacement aujourd'hui. C'est-à-dire que trouver là où tu vas construire des studios, c'est complexe.
ça va faire trop de travail. Les gars qui vont construire, on ne sait pas, ça va prendre déjà 8 mois pour construire. Si tout se passe bien, si on n'a pas volé les lattes, si on n'a pas fait ceci, cela, c'est trop compliqué. Donc ensuite, après cela, il faut encore aller, je ne sais pas moi, trouver les gens qui vont louer, courir derrière les gens. Et ça prend trop de temps. En fait, ça, c'est beaucoup plus sur la partie patrimoine. Ça prend trop de temps pour être rentable. Nous, on veut le business qu'on va faire tout de suite et d'ici avril ou juin, on commence à manger l'argent. Ça, c'est ce que nous, on veut faire. Donc, ça veut dire que finalement, on est casé dans la catégorie 3. Donc, c'est la partie soit du démarchage, soit du service. Donc, voilà là où il faut aller réfléchir. Donc, je vous laisse rebondir. Meublé ou logement à long terme? Donc, quand j'essaie de voir, honnêtement, si on veut faire beaucoup de revenus, ça serait dans le meublé. À long terme, là, c'est un peu ça. On creuse alors sur les meublés. Mais il faut voir. Le truc, c'est qu'il faut commencer à comprendre. La difficulté dans le meublé, c'est comment en trouver. C'est ça. Et surtout que les gens du meublé font ce qu'on appelle le capital confiance. C'est-à-dire, s'il est déjà parti, s'il a l'habitude de partir, prendre ses meublés là-bas, ou encore le convaincre d'aller. Mais je suis d'accord aussi que le meublé, ça se libère. Et j'ai une question. Comment on fait pour fidéliser le client? Comment vous allez faire pour fidéliser le client du meublé? De telle sorte qu'à chaque fois qu'il va vouloir même reprendre le même meublé, il va passer par l'application. Comment ça se passe déjà à ce niveau? Alors, la vidéo de Fimo que j'essayais de vous montrer, c'est justement sur le fait que les propriétaires des meublés aujourd'hui se plaignent de ce qu'ils proposent parce que dans les plaintes de ce qu'ils envoyaient, il y a le fait que, tu as des gens qui arrivent, dès qu'ils entrent dans la maison, ils mettent la clim. Ils n'arrêtent jamais. Donc, même s'ils sortent de la maison, la clim est allumée, tu vois. Donc, et même, quand il dit qu'il sort, c'est-à-dire s'il a 2-3 coups, il laisse la clim. Donc, les gars s'en foutent en fait. Et tu n'arrives pas à rentrer dans tes frais. L'autre truc, c'est que parfois, il y a des choses qui se cassent. Donc, si un truc se casse, ce qui assume, c'est qu'il se casse. Tu ne peux pas les arrêter. Parfois, il veut pas. Enfin, tu les arrêtes, mais il ne veut pas rembourser. Tu ne vas pas le forcer à rembourser. Tu vas le mettre en prison. Donc, il y a un problème au niveau de ça parce qu'à la base, il n'y a vraiment pas de contrat. Ce n'est pas un truc que quelqu'un ne va pas signer le contrat pour inscrire dans le meublé. Ouais. Ça n'a pas de sens. Donc, autre chose qui est aussi relativement problématique, c'est des gens qui viennent. Il a payé pour 3 jours. Après le 4e jour, il est encore là. Tu vois, 5e jour, peut-être qu'il est encore là. Après, il te crée un truc et tout. Et finalement, il ne veut même pas payer une journée ou bien les demi-journées qu'il a fait. Tu fais comment pour gérer ça? Voilà, c'est ce qui pousse donc les bailleurs à dire, OK, si tu veux le bien, passe par Airbnb parce que Airbnb régule déjà tous ces problèmes. Tu vois, il y a une assurance si un truc est gâté, il y a nanana, ta réservation c'est tel jour. Parce que Airbnb derrière aussi, si tu dépasses des jours, voilà, ils ont déjà des systèmes en place, des politiques en place qui vont permettre en fait de résoudre le problème. Donc, ce qui fait que ceux qui n'utilisent pas Airbnb, je crois que chez Lionel ça bloque, ceux qui n'utilisent pas Airbnb, il est en train de sourire, je crois que ça a coupé. Lionel cligne un peu des yeux, j'ai l'impression que c'est vraiment bloqué. Je crois que sa connexion a coupé. Donc, ce qui fait que ceux qui n'utilisent pas Airbnb, qui sont dans les bailleurs qui sont dans le manuel là, c'est-à-dire tu viens, tu entres, vous échangez comme ça, tu lui donnes l'argent en main, tu entres, etc. Eux, ils sont très souvent confrontés à ces problèmes, par exemple, que je viens de citer. Tu vois, ce qui fait que même les gens, pour eux-mêmes, il y a aussi du côté du client. Le client, il veut arriver dans un bien parce qu'on a rassuré un certain nombre de choses. Il va être sûr que s'il a réservé 4 jours, pour tel jour à tel jour, tu ne veux pas arriver parce que tu avais loué par Airbnb, tu arrives le bailleur te dit qu'il s'est occupé, par exemple, tu vois, parce que tu as loué avec la bouche. Donc, il y a tout ça qui fait en sorte que les gens veulent plus passer par Airbnb, tu vois, parce qu'ils régulent tous ces problèmes-là. Et les bailleurs aussi, si tu le contactes même par téléphone, ils préfèrent t'envoyer le lien Airbnb en te disant commande sur Airbnb. Donc tu comprends un peu pourquoi. Même si quelqu'un a déjà fait sur Airbnb, il revient sur Airbnb. Parce que Airbnb a la politique en place pour résoudre en fait les litiges. Donc c'est plus une question de sécurité en fait. C'est pas trop parce qu'il kiffe trop ton bien, il va revenir sur l'application. Non, c'est plus une question de sécurité. Ouais, je vois. Il y a deux parties. Il y a des, je sais pas, il y a des hôtels où tu loues souvent en ligne comme ça, tu arrives à l'hôtel, on te dit que la chambre là, c'est mais comment en ligne? J'ai pris en ligne, j'ai pris bien l'hôtel et j'avais pris par exemple pour 3 lits, pour ma fille, pour ma femme, machin, truc, nanana. Tu arrives, on te dit que les hôtels les chambres de 3 lits, il n'y en a plus. Donc vous tous vous allez dormir sur le même lit. Tu vois que là c'est compliqué, tu vois. Donc voilà pourquoi les gens partent en ligne et même en ligne là, les gens préfèrent plus aller en ligne quoi. Mais ça c'est une catégorie en fait des clients. Ça c'est vraiment, ça c'est une catégorie des clients. Donc c'est très important ce qu'on vient de faire là. Ça permet vraiment de se mettre dans le contexte pour que tu puisses comprendre qu'en fait, on est face à des problématiques qui ne sont pas évidentes, a priori. Et voilà, ça, c'est des choses qu'il va falloir maintenant réfléchir. Je pense que tout le monde est suffisamment dans le bain. On garde quand même 2 pistes. Il faut réfléchir sur tout ce qui est service au bailleur, service à la personne. Aussi également sur la partie locative longue durée. On peut aussi également garder à peu près l'idée que je suis en train de dire. C'est-à-dire que parfois, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut juste voir, OK, si on a quelqu'un qui a une agence immobilière aujourd'hui, par exemple, les personnes qu'Emma va proposer, ou bien d'autres personnes qu'on va aller trouver, l'idée, ce serait on crée d'abord une agence immobilière, on fait d'abord comme tout le monde, on essaie de gagner de l'argent, on voit si ça donne même, si ça marche même, et ensuite on innove sur la chose, c'est tout. Donc par exemple, ce que je dis, avoir des caméras 360 degrés, 3D, etc., se déplacer dans chaque bien, et déjà avoir une plus-value, voilà, optimisée par rapport à ce que les gens font actuellement, ce qui fait que même nous-mêmes, on fait un déplacement une seule fois, donc nous, on réduit nos coûts, parce qu'à chaque fois, eux-mêmes, ils font payer les gens, parce qu'eux-mêmes, ils descendent sur le terrain, à chaque fois. Donc nous, on va faire un seul investissement, ça permet que, voilà, quand on a pris le bien, la personne peut voir directement sur place, ça fait que ça peut tuer le métier des gars qui payent 5 000 € et tout ça. Et après, si on a une bonne notoriété, s'il y a suffisamment une bonne communication sur notre approche, ça va faire que les gens veuillent passer par notre agence parce qu'ils savent qu'ils peuvent visiter en 2 heures 300 biens directement, tu vois. Parce que c'est un gain de temps aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un on peut partir filmer une maison bien, on fait les vidéos et tout. Avec des professionnels, c'est ça que je parlais. Oui. Le bien,
Et puis après, 6 mois plus tard, ça se libère. Il vous dit, OK, vous avez encore mes vidéos là, non, allez, remettez encore sur la plateforme, et que le bien est encore disponible et tout. Le fait que tu as dit qu'on fait la descente une fois, on descend pas tout le temps. Exactement. Dès que tu as programmé avec le bailleur, tu descends, enfin, tu filmes. C'est vraiment quand la descente, c'est vraiment une vraie descente, quoi. C'est-à-dire que le nez qui descend, il y a les prises par drone, il y a les prises des caméras 360 degrés, il y a toutes les vues possibles, les 3D. Et tout ça maintenant est chargé dans notre base de données au bureau. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un studio. Quand les gens viennent en 2 heures, tu peux visiter tous les liens de droit là, qui sont disponibles. Tu vois. Maintenant, le problème avec ça, c'est quoi? Une fois que tu apportes l'innovation, qu'est-ce qui se passe? Les concurrents voient ce qui marche. Ils font comme toi. C'est ça le problème avec ça. C'est-à-dire que ça pourrait être un effet qui marche sur un début. Après, tout le monde va faire le même truc. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Il y a Vision Pro. J'ai plein d'idées avec Vision Pro là qui est sorti de Apple. Et l'immobilier en fait partie. Je ne sais pas encore pourquoi les agences immobilières ne font pas ça. D'ailleurs, les gens vont regarder cette vidéo. Je pense que parmi, il y en a les agences immobilières. Tu vois déjà avant même que nous on essaie de mettre ça en place, tu vois que les gens peuvent déjà avoir l'idée de mettre ça en place. Donc, c'est pas très intéressant ce genre d'innovation aussi parce qu'on se fait rattraper très vite par la concurrence. Et finalement, on joue sur le professionnalisme des petits détails. Mais ça peut déjà faire aussi l'argent, créer déjà une agence immobilière, faire comme tout le monde. Voilà, ça peut faire un peu d'argent déjà. Pour alors un service de nettoyage, on propose. On garantit qu'on est cassé. Ça sera propre. Ça ne marche pas comme ça au Cameroun. Hein. On a déjà nos réfugiés qui sont ici au Cameroun, qui se baladent dans les et qui lavent les habits par bassine. Ça veut dire, tu remplis ta bassine là et tu laves ça. 200 francs, 300 francs. Et si tu as même déjà des abonnements, par exemple, où je suis, il y a des abonnements groupes. Lorsqu'il y a un groupe en fait où chacun écrit seulement bon. Moi, la semaine, si j'ai 10 titres, est-ce que c'est possible? Donc, tu vois que ça, c'est pas un truc. Donc, surtout s'il faut partir chercher des expansions dessus, c'est compliqué. Bon, après, tu vas scaler ça comment si tu veux faire du nettoyage. Après, tu ouvres les principes. Tu crées une armée. Tu ramasses les draps partout. Tu amènes ça quelque part, tu laves, tu nettoies. Enfin, je crois que j'ai une personne qui a fait ça. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je crois qu'elle faisait ça pour les bars. Je sais pas, les snacks et les bars. Et ça marche. Hein. Elle faisait aussi pour les snacks et les bars et comment on appelle ça? Les auberges. Ouais. Les auberges. Elle n'était même pas entreprise. Elle faisait juste, genre, elle voit l'auberge, elle te dit, mais elle gagne l'argent derrière, tu vois. Par mois, là, elle peut se faire 400. Hein. Et elle n'est même pas dans les dialectiques qu'elle va scaler comme nous. Qu'on va penser à. Elle fait son truc. Elle a quelques auberges là qui la connaissent. Et ouais, ça peut être intéressant, Emma, mais en fait, le truc, c'est que les vrais clients, les hôtels et tout ça ont déjà prévu. Les vrais hôtels, ils ont déjà des services de nettoyage, ils payent déjà des gens, quoi, donc ça va pas changer. Il y a quelqu'un qui disait, je crois que c'est Philippe qui disait que la différence entre. Est-ce que c'est même Philippe qui disait ça? Un simple truc de grain de poussière au chevet du lit fait toute la différence. C'est-à-dire que tu prennes d'un auberge ou bien d'un hôtel à l'autre, ou bien d'un appartement meublé à l'autre, le simple fait que le nettoyage soit pas très bien fait, ça décourage les clients, quoi. Ça tue tout. Et le client ne revient plus jamais, tu vois. Par exemple, on a nettoyé, on oublie un petit truc à la douche. Ou bien il y a une serviette qui n'est pas très propre, comme l'expérience que j'ai eue dans un très grand hôtel. À Yaoundé, je ne vais pas dire le nom. Mais tu entres dans la douche, ils ont tout fait, ils ont tout lavé, tout est propre. Les serviettes aussi, mais il y a quelques serviettes qu'on a oubliées. Donc le client avant, tu vois. Et ça c'est répugnant. Après, tu te dis, est-ce que tu vas même utiliser ce que tu vois un peu propre là-bas? Tu ne sais même pas s'ils ont. C'est clair. Tu vois un peu, et donc tu n'as plus envie de repasser dans l'hôtel. Pourtant, c'est un très grand hôtel. Ouais, je vois. Donc voilà, c'est pas si évident que ça. C'est compliqué. C'est pas si évident que ça. Donc le truc de remplir les maisons 30 jours sur 30 pour les appartements meublés. Après beaucoup de réflexions, ça m'a semblé que le truc impossible que personne n'arrive à faire, qui peut être un vrai challenge pour nous, et que si on arrive à faire 1, 2, 3 propriétaires, 4, 5 propriétaires, qu'on fait, ça marche. Tu fais ça pour un propriétaire, je te dis qu'il va faire ta publicité. Un seul va te dire que mon frère. Tu vois. Maintenant, si tu fais pour 10 propriétaires, 15 propriétaires, le problème maintenant se pose sur la masse. Le problème avec le scaling de ça, c'est que chaque heure, tu n'as pas les gens qui cherchent les appartements meublés, on est d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut faire une sorte de calibrer en fait entre les clients, entre la demande et le besoin. Donc entre le besoin et les biens, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc entre le besoin et les biens. C'est-à-dire que tu ne prends pas beaucoup trop de biens, parce que tu sais que tu arrives à calibrer la demande et tu arrives à faire en sorte que justement ces 30 jours par mois soient full booké. Maintenant, si tu arrives à faire ça, ça veut dire qu'on oriente le business pour une catégorie de biens particuliers qu'on a bien sélectionné. Ça veut dire que là, on crée vraiment, on travaille que le premium des appartements meublés. On n'est plus là pour regarder n'importe qui. Si tu n'es pas vraiment le premium c'est vraiment parti, c'est un truc très smart. Très smart. Et même la clientèle que nous on va chercher, c'est vraiment les gens bien posés, les gens qui ne veulent pas s'embêter, qui veulent un truc propre, nickel. Et voilà quoi. Comme ça, on sait qu'on a un problème de prix. On veut qu'ils n'ont pas un problème de prix, qui ont un problème de c'est propre, c'est sûr, j'arrive, c'est tranquille, tu vois. Donc, et là, on va chercher 1 à 5 propriétaires avec qui on travaille, sachant que les 5 propriétaires peuvent avoir 2, 3, 4 biens chacun. Et là, on se concentre sur eux. Maintenant, le problème, ça, c'est qu'on va se faire de l'argent, mais c'est très difficile de scaler. Mais ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut aussi faire. Donc, soit on fait une agence immobilière, on fait comme tout le monde, soit on fait aussi ça, et on essaie déjà de faire de l'argent en développant. En parlant du bien, comme tu dis là, je connais un bien qu'on vient de créer à Yaoundé récemment même, c'est pas encore. Le standing est d'un côté royal. L'appartement là-bas, c'est 3 millions le mois. Ouais. On a fait ça se trouve à dragage. C'est 3 millions le mois. Le nom, je le paie encore. Oui, ils ont 6 appartements. 6 appartements. J'ai vu ça sur ton statut, non, je ne sais pas, je le crois bien. Je ne sais pas si c'était toi. Oui, je pense. Je vais te partager. Ils ont un catalogue qu'ils ont fait récemment avec le pricing sur lequel on bosse dessus et tout. Justement, ça. Envoie ça dans le groupe. Oui. Justement, c'est justement ce genre de bien correspondant à ce genre de critères là. Qu'il faut. Parce qu'actuellement aussi, ils ont le problème, ils se disent qu'ils veulent maintenant prendre
ils te font la journée à 200, 300 000. Je comprends que et c'est comme Jordi dit que c'est intéressant de voir, c'est que tu as ce premium avec cette catégorie-là, peut-être 2 ou 3. Ouais, on cherche les premium. Comme On ne cherche pas les appartements où on Voilà. a mis le pagne sur le lit. Non, vraiment, c'est le premium. Et les clients qu'on va chercher, même nos clients, c'est des premiums. Tu vois. Là, on sait qu'on connaît nos cibles. On ne réfléchit pas 4000 fois. Donc, moi, je vais partager le document là, tu vas voir de quoi il est question. Partage un peu, voir. Et comment tu fais pour trouver des clients, un client pour un bien 30 jours? Comment on peut faire ça? C'est dur, hein? C'est dur. C'est vraiment dur. Parce que les gens qui achètent les formations de Philippe, ils se plaignent que Philippe manque parce que lui, son bien est à Abidjan, c'est très bien positionné. Et en plus, Philippe, il a 1 million d'abonnés, donc c'est bien, c'est normal que ce soit plein. Maintenant, quand tu n'es pas Philippe Simon, que tu fais ton bien, que ton bien n'est pas positionné comme le bien de Philippe Simon. Le personal branding, la personne de quelqu'un, ça va extrêmement. Les gens sous-cotent ça. Et je pense même que Philippe Simo, dans ses vidéos et tout, il devrait aussi préciser que les gars, si moi je vends autant, c'est parce que j'ai créé une vraie communauté qui est, premièrement, se voit dans mes valeurs et adore ce que je fais. Il a dit que c'est faux, que c'est pas ça, parce qu'il dit que c'est avant qu'il faisait la publicité sur ses vidéos, qu'il ne fait plus. Que les gens n'ont pas compris que ce n'est pas à cause de ça, parce qu'il ne connaît même pas souvent ses clients. Il dit qu'il fait il utilise les réseaux sociaux, quoi, il fait la publicité, etc., etc. Ça reste à voir, mais en fait, son bien est extrêmement bien positionné. Tu vois, c'est du genre, imagine, tu as un appartement meublé pour un touriste, parce que lui connaît sa cible. Sa cible, c'est les gens qui partent au Afrique. Donc, imagine que tu as des gens qui arrivent en Afrique, dès qu'ils sont à l'aéroport, là, ils prennent un truc là, vite fait, ils tombent sur le bien. Tu vois, et quand ils quittent du bien pour aller n'importe où dans le centre-ville, enfin, c'est pas du genre, c'est pas le bien que tu vas aller trouver derrière Mendon, tu vois, qui est bien construit. Parce qu'au Yaoundé, si tu as tu n'as pas des appartements meublés au centre-ville, toi, c'est trop vieux. Mais si tu veux trouver des trucs nouveaux, tu dois aller vers Oudja, tu dois aller vers, je sais pas, c'est trop long en fait, de toute façon. Donc, il y a la position qui joue un très grand rôle. Donc, ce qui fait que c'est compliqué d'assurer ce résultat-là. Parce que est-ce que la personne, tout le monde, si quelqu'un vient et nous donne un bien qu'il a Oudja, est-ce qu'on va pouvoir lui trouver, disons, 30 personnes pendant, même si les gens prennent une journée, tu vois, c'est là où il y a la complexité. Est-ce que tu fais la pub sur Facebook? Non. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu fais la pub où? Sur YouTube? Tu fais la pub où? Si oui, tu fais comment toucher? Concernant ce branding, le document que j'ai partagé, tu dis? Tu envoies dans le groupe. Oui, j'ai partagé un truc. Ils ont compris que le profil de personnes qui cherchent, ils ne peuvent pas les avoir sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est mort. Alors, ils ont fait 3 stratégies pour les agences immobilières. On a fait un catalogue qu'on va déposer aux aéroports, aux ambassades. Parce que c'est le profil de personnes qui cherchent. Un autre qui vont déposer dans les entreprises, les hôtels pour les séminaires, par exemple. C'est un peu ça. Parce qu'ils ont dit que quelqu'un qui peut payer 200 000 par jour pour 3 jours pour un appartement la journée, tu vas pas le trouver sur Facebook. C'est pas sur Facebook qui va voir ça. Enfin, c'est ça la complexité parce que la cible est là. Mais comment c'est pas une cible. C'est pas une cible qui scrolle sur Facebook. Ouais, c'est pas une cible. Mais une fois que tu as déjà une personne, ça passe. Je vois là bien, c'est là. Ils sont situés à dragage, non? C'est pour ça que les offres tout public sont souvent très bien passées. C'est facile à vendre. Donc, public peut être le petit commerçant du coin, comme ça peut être n'importe qui. Par contre, les offres au grand public, tu peux pas aller à un certain niveau du pricing. Et Georges, pas plus tard que la semaine passée, il disait qu'il cherchait les agences immobilières. Pour démarcher pour eux. Ouais. Il disait ça, justement, il y a un truc. Il y a quelle agence qui va le niveau de leur ramener 30 clients pendant un mois? C'est un peu comme. Et pendant 12 mois de l'année. C'est un peu comme l'immeuble que les Chinois ont construit au niveau de la poste, là où ils vendent un appartement là-bas. Je crois que c'est 100 millions, je ne sais pas. Ouais, les gens achètent, il ne reste même plus assez. Non. Si, il reste assez. Non, il reste assez. Le plus petit là-bas, c'est 100 millions, je pense. Il reste encore assez. Il y a des gars qui essaient de démarcher ça. Ils ont mis même plus black avec leur numéro au cas où tu veux démarcher le truc. Tu appelles et puis tu essaies de démarcher. Démarcher quoi? C'est démarcher quoi? C'est ça la question. Il y a qui ne connaît pas ça? Il démarche 100 millions, non? Il y a qui ne connaît pas que les gars là vendent des appartements comme ça? Tu vas démarcher que tu démarches quoi? Tu vas aller chercher quel genre des ministres ou bien quel genre, je sais pas moi. Enfin, un jeune riche qui peut mettre 100 millions, je sais pas moi. Tous ceux qui font un peu d'argent au Cameroun connaissent que ça existe. Enfin, s'ils veulent acheter l'appartement, c'est qu'ils l'ont acheté depuis. Je sais pas ce que tu vas faire dans le démarchage. Tu vas cibler quoi? Tu vas faire quoi? Je sais pas. C'est chaud quand même. Bon, Valère va nous dire comment il peut faire. Tu peux faire dessus. Dès qu'on a trouvé ça, c'est bon. Je vais t'expliquer. C'est pas. Non, dès que tu nous donnes la réponse, non, c'est que ça va, on a trouvé le filon, c'est fini. D'accord, on a la sauce magique. On va publier ça sur YouTube. Le filon reste dans la marmite. Voilà, reste dans la marmite. C'est que mon ami Van. C'est une vraie question. En fait, le truc de proposer à l'aéroport, là, j'ai pensé à ça pour. Mais en fait, si tu veux, moi je suis fan des choses qui se vendent à petit pain, c'est-à-dire des trucs où tu peux prendre, tu mets un truc en place qui se vend assez rapidement. Enfin, à l'aéroport, c'est trop de tracasseries. Quand quelqu'un sort de l'avion, lui, il dit, c'est même pas si les gens. Enfin, tu ne peux pas sortir de l'avion, tu sais pas où tu vas. Je veux dire, ok, bon, si tu prends le flyer en te disant, bon, je pourrais avoir besoin du truc, ok, mais je sais pas si ça. C'est peut-être un canal, ça peut peut-être ramener 1 ou 2%. Intéressant. Mais il faut une sauce magique. Ils ont mis la charrue avant les deux. Ils se rendent compte que c'est pas évident. C'est ça, maintenant, ils explorent toutes les pistes. C'est ça. Bon, en attendant qu'on réfléchisse suffisamment sur tout ça, moi, ce que je propose, c'est qu'on va prendre un propriétaire. Ça peut être même égal. Hein. On va prendre un propriétaire, un seul bien, et on va essayer d'expérimenter des trucs sur ça pour trouver comment on fait pour
pour perfectionner ça. Et voilà quoi. Ça se trouve à la fin, peut-être on va se casser la gueule, on va se rendre encore compte comme maintenant que c'est pas évident. Voilà. Donc l'idée, ce sera de faire ça déjà. Et si on a la bonne sauce, voilà, on peut aller prendre des biens qu'on peut maîtriser. On prend des manioc, on mange avec. C'est ça, c'est ça. Si on a la bonne sauce, on prend le mangue. Effectivement. Sinon, on revient sur l'offre que je disais dès le départ. On crée une agence immobilière classique comme tout le monde. On essaie de faire d'avoir l'argent comme ça. C'est très simple. On fait comme tout le monde. Voilà. On essaie d'être un petit peu plus pro que les autres. Voilà. On essaie de se démarquer. Et voilà. On sait que tous les jours, il y a des gens. Voilà. Il y a des gens qui veulent louer. Voilà. On se donne des objectifs déjà de faire même 200 000 par mois. C'est déjà intéressant. Si tu prends des commissions, des trucs comme ça, 200 000 300 000 par mois. Voilà. On essaye de. Voilà. Maintenant, mais le meublé reste le plus intéressant. Ça reste le plus c'est là où il y a le plus d'argent. Donc c'est là où on va voir si on est fort maintenant sur le marketing. Le meublé, sans vous mentir, depuis, lorsque vous parlez de meublé, moi je vois juste qu'on supprime un métier qui existait déjà, on va sur quelque chose, on crée une agence, comme je vous ai dit, on crée l'agence, on supprime un métier qui existait déjà parce qu'on peut mettre en place on a parlé de 3D, on a parlé d'enregistrement, on a parlé de bien filmer des trucs. On crée peut-être une agence déjà, on filme bien les trucs et on met en place les process qui vont nous permettre de totalement supprimer un métier avec une bonne campagne marketing. On fait connaître le produit, des gens vont acheter, il y a des gens insatisfaits. Et moi, ce qui me plaît dans le premier, parce que moi je ne vais pas vous mentir, j'ai un coup de cœur pour ça, c'est que c'est une offre grand public. C'est une offre grand public. Le meublé, c'est peut-être une offre grand public. Peut-être, je ne sais pas, parce que moi, je ne vois pas du meublé. Mais je ne sais pas si c'est une offre grand public ou pas, des appartements meublés. Il nous faut les données. On n'a pas les données. Voilà. Effectivement. Parce que pour une cible camerounaise, je ne côtoie pas les gens qui sont fans de meublé. Du coup, je n'ai pas d'accord. Tu ne peux pas les parler tous. Non, même pas. Non, même pas. Du coup, c'est pas les gens qui sont les gars qui ont besoin. Il y a les gars, il y a beaucoup de gars. On croit que les meublés, c'est seulement pour les gens qui viennent de bain et tout. Et ça partit de même pour les films. Les stars, c'est une bonne clientèle. C'est les gars qui n'ont pas d'endroit fixe, c'est les SDF sans domicile fixe. C'est-à-dire que le gars peut prendre ton meublé carrément pour 2 mois là. Et après les 2 mois, il part ailleurs. Donc c'est une bonne clientèle. Comment on les cible? Peut-être on les prend dans les boîtes de nuit, je sais pas moi. C'est une bonne cible, tu vois. Mais évolue ce que tu disais. Donc, comme je disais, on a une offre qui est équipée au grand public. On se concentre dessus. On fait que ce soit comme le pain, plus connu que le pain. Et si c'est plus connu que le pain, le produit qui est le plus connu va toujours beaucoup plus grand déjà. En plus, si c'est un bon produit et qui résout un problème, on essaie déjà de créer une agence immobilière. On supprime un métier qui existe déjà ou bien on fait en sorte d'annihiler une partie de ce qu'ils font. Et après ça, on va comment ce qui est pour avoir, parce qu'en le faisant déjà, on peut créer une réputation déjà dans le domaine immobilier et tout. Et après, on pourra peut-être nous concurrencer Airbnb. Mais qu'on commence déjà par une offre qui est grand public, accessible très facilement. Et qu'on réfléchisse à comment on fait pour avoir une offre qui nous permet de sortir déjà avec beaucoup plus de revenus. Et Lionel a dit un truc qui était hyper intéressant tout à l'heure, c'est que les gens déménagent et aménagent. Ça veut dire on peut aller, on trouve juste une offre qui est bien et qui leur permet déjà d'économiser sur ce que le marché présent offre déjà. Donc ça, c'est déjà un coup de cœur. Maintenant, si on entre dans le domaine immobilier, moi, je ne peux pas parler maintenant parce que j'ai jamais cherché. Je ne connais pas le marché, je ne connais même pas le terrain. Le truc, c'est que sur le meublé, dis-toi que par nuit, tu as des meublés à 35 000 sur le minimum. Un minimum quand même intéressant, les gens vont pas aller prendre une chambre au lot, ne se passe pas. Ouais. Donc si tu prends, et on parlait de propriétaires, j'ai ma tante là qui a ouais, on peut commencer à elle, on essaye de déplacer quelques clients. Et quels sont les acteurs? Les quoi? Quels sont les acteurs? Les acteurs qui entrent en jeu. Les acteurs? Ouais. Au niveau de quoi? Du meublé. Et on a le particulier, on a quoi qui? On a le particulier, on a les jeunes, voilà, ceux qui veulent créer des rêves là. Les gens ne prennent plus les hôtels et les trucs, ils préfèrent prendre le meublé parce que tu as la clim, tout est bien. Même un gars à la maison, hein. Exactement, tu as l'impression d'être à la maison, même pour un week-end. Les gars prennent leur go et tout ça, ils vont dans les meublés. Les gars qui font les partouches, ça c'est aussi des cibles. Beaucoup de gars qui sont en boîte de nuit. Franchement, je ne te cache pas. Peut-être qu'il faut faire marketing pour les gars qui partent beaucoup en boîte de nuit. Là. Les gars qui sont réguliers dans les boîtes de nuit. C'est les gars qui utilisent extrêmement les meublés parce qu'ils font la vie, tu vois. C'est la vie. Donc, il y a le particulier. Ça veut dire, moi, je mets tout ça dans le particulier. Je le mets dans le client. Ensuite, il y a le professionnel, homme d'affaires, je sais pas moi, le professionnel qui arrive dans une ville. Imagine, tu as un gars qui est à l'ouest, il arrive à Yaoundé, tu viens de prendre l'hôtel. Si tu as 2 jours pour un week-end, tu peux prendre un meublé. Donc, il y a le professionnel qui est là, vite fait. Tu as les gars qui voyagent, enfin, les benguistes. C'est vrai que je ne sais pas la marge des touristes qui prennent des meublés. Je pense qu'ils vont plus vers des hôtels, moins vers des meublés. Mais si tu tombes sur du Airbnb, aujourd'hui, beaucoup de touristes aiment le Airbnb parce que le Airbnb, ça revient moins cher que l'hôtel et tu peux te prendre sur une longue période sans problème et tu as l'impression d'être à la maison. Maintenant, les pays d'Afrique, je ne suis pas trop sûr qui prennent des Airbnb là-bas. Donc, c'est plus l'hôtel avec une forte réputation. Donc, on va plus rester sur ces profils. Les agences de tourisme qui effectivement. Ça veut dire que les acteurs du marché, il y a ceux-là. Après, ceux-là qui sont nos clients, on a le propriétaire, non? Oui, le propriétaire, bien sûr, bien évidemment. On a le propriétaire. Et après le propriétaire, on a quoi qui? Les acteurs, ça dépend après du bien. Il y a parfois ceux qui font la sécurité, ceux qui font du nettoyage, ceux qui font. Mais ne nous intéresse pas. Ouais, tout ce qui sont services autour. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, quoi. Il y a entre le propriétaire et le particulier, il y a personne, il y a la plateforme. Entre le propriétaire et le particulier. Entre le propriétaire et le client. Oui, entre le propriétaire et le client, tu as Facebook, tu as Airbnb, tu as les numéros WhatsApp, tu as les numéros qu'on appelle. C'est tout. Tu peux avoir une recommandation. Oui, vas-y. Ça veut dire que c'est le propriétaire, la majorité du temps, pas le lien des différents canaux là, qui cherche son client. Le propriétaire, pas le. Oui, il n'y a pas de standard pour avoir le client. Ils n'ont vraiment pas de standard. Ils n'ont pas de standard. Il n'y a pas de standard pour avoir le client. Quelqu'un qui a un meublé,
Le gars passe sur Facebook, il poste sur son meublé. Ouais, il n'y a pas de Il standard. poste dans les groupes. Quelqu'un peut m'arriver, il dit qu'il veut rester peut-être à Nibomanché, il dit que moi je connais un meublé qui a mieux. Il n'y a pas de standard. Donc, c'est vraiment la recherche absolue. Chacun essaie de traîner le maximum. Et justement, je voulais vous dire un truc par rapport à Facebook sur les meublés. Tu ne peux pas choisir. C'est difficile d'avoir le meublé dans la zone exacte que tu veux. C'est-à-dire, si tu tapes sur Facebook appartement meublé, tu en verras des tonnes. Mais moi, là où je veux être, c'est à Mélène. Est-ce que je peux voir les appartements meublés de Mélène? Là où il y a le problème aussi souvent sur Facebook. Tu en verras du meublé, mais c'est pas à l'endroit exact que tu veux. Ouais, mais la marque est déjà un filtre lié à la localisation qui est le même besoin. Mais bon, les gens mentent souvent dans la mesure où le même meublé, il va mettre dans le quartier et le quartier environnant. Ouais, ça, c'est une vraie problématique parce qu'au niveau même de Airbnb, c'est vrai que tu peux voir à peu près l'endroit, mais on sait tous bien que l'adressage, c'est un problème. Donc, du coup, même si tu vois le meublé quelque part, enfin, Airbnb, je crois que c'est le truc le plus net qui peut te mettre exactement là où le bien peut se trouver. Mais ça reste à discuter. Par contre, si on a un service où quelqu'un nous appelle et nous dit il veut le meublé à Mélène, on lui dit qu'on a 20 meublés à Mélène, c'est intéressant. Tu vois. Si il nous dit qu'il veut que son meublé soit à Mangué, tu lui dis tu as 30 meublés à Mangué, c'est intéressant. Donc voilà. Après, ça te pose aussi la problématique de sécurité. Si les gens passent par nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas. Donc il faut mettre tout le système de régulation de la sécurité. On n'a pas le temps pour ça maintenant. Donc du coup, il faut se concentrer sur ce qui peut donner l'argent cash. Donc le premier, location longue durée peut être évidemment le plus intéressant. Moi, je ne vous cache pas. Je pense qu'on va créer une agence immobilière. Ouais. On crée une agence immobilière vite fait, on essaie de faire comme tout le monde, on professionnalise un peu. Je pense. Et tout. À travers le laboratoire, on essaye tout en fait. Ce qui marche, on garde. Ce qui ne marche pas, on éjecte. Effectivement, ouais. Donc pour ça, il nous faut quelqu'un qui a déjà une agence ou bien qui sait déjà photo truc. Comme ça, on va rapidement. Ok, d'accord. Parce que là, il faut comment ils font des trucs, comment. Ça sera plus concret. Bon, voilà. Boris. L'exploration. Ok. On a fait la partie exploration, donc ça c'est bon. Donc voilà, on est bien dans le bain, on est entré dans le vif du sujet. Et là maintenant, il y a matière à réfléchir sur tout ça. Je pense qu'on peut se séparer, non? On est réfléchir pour la semaine prochaine. Par contre, il faut qu'on se donne des la semaine prochaine. Semaine prochaine, il faut qu'on ait quelqu'un. Semaine prochaine, dimanche prochain, qu'on ait onboardé une autre personne. Semaine prochaine également, chacun va essayer de réfléchir sur tout ce qu'on a proposé. On a amené une fille, hein. Une fille. Les femmes sont là dedans. Non, il ne faut pas que je dise ça. Emma, dis ta phrase. Non. Sur YouTube. On ne va pas créer de la polémique pour rien. On ne va pas créer de la polémique. Donc Emma, tu veux que les femmes ne réfléchissent pas? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas témoin de ça. Je désengage de ces propos. Mais biologiquement, on sait que la biologie ne ment pas. Un homme, les capacités physiques et intellectuelles d'un homme sont supérieures. Tu vas attirer toute la foudre des féministes. Non, c'est clair. Est-ce qu'il y a des personnes en Afrique qui sont pour le mouvement féministe dans la mesure où elles débattent et pas sur les plateaux africains pour parler déjà sérieusement? On connaît pas déjà créer le podcast, non? Parce qu'il faudrait que j'aie un débat une fois avec une parce qu'il faudrait qu'elle m'explique. J'en connais belle. Si tu veux, on va les inviter. Parce que tu peux pas être féministe dans le contexte africain actuel où on voit des femmes avec le saut d'arachide qui marche toute la journée. Non, on va être vrai. Le féminisme, ce n'est pas un truc pour l'Afrique. Le féminisme, non. Ce n'est pas un truc pour l'Afrique francophone noire. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de féminisme chez nous. C'est que c'est l'homme qui est l'homme. La femme, c'est la cuisine. Non, même pas, Lionel, tu te trompes. En fait, Lionel, tu te trompes. Non, tu te trompes. En fait, n'est-ce pas, le féminisme en Afrique a existé, mais pas comme on le conçoit. Dans la mesure où le mari peut montrer le muscle devant tout le monde, mais après, dans la chambre, c'est la femme qui décide des décisions finales. Elle te dira, OK, il est bien vrai que tu as montré du muscle. Maintenant, nous sommes deux. Je pense que par rapport à telle décision, tu dois beaucoup plus alléger et tempérer les choses. Et c'est ça le pouvoir de la femme. Et c'est ça le charme féminin. C'est pas de dire, OK, de montrer les muscles et de dire, moi, je vais partir vendre au marché. Je n'en disconviens pas. Tu vois. Voilà, je n'en disconviens pas, ça veut rien dire. Et ce qui fait même la force de la femme, c'est de garder cette féminité-là, ce pouvoir de contrôle sur l'homme, qui est celui, par exemple, lié à la sexualité. Tu vois, le fait d'être sur le lit avec une femme et qu'elle te dise, bon, je pense que par rapport à ceci, ce n'est pas bon, et que tu dises, bon, je vais t'acheter de l'argent parce que tu as besoin de satisfaire certaines envies qui peuvent être animales et tout. C'est ça le pouvoir de la femme. Et la femme ne doit pas décider de jeter ce pouvoir à la poubelle pour montrer du muscle, marcher sur le sol. Tu ne vas pas d'abord la bâtie avant de parler de ce que tu parlais là. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, les gens qui parlent même de féminisme là, ils ne comprennent pas l'histoire. Et l'un des trucs que moi j'aime beaucoup, c'est avant d'aborder un sujet, le mieux, c'est de commencer déjà par l'histoire. Même ceux qui abordent peut-être des trucs comme parler de la monnaie et tous ces trucs-là, tu ne peux pas déjà ne pas connaître l'histoire de la monnaie. Aujourd'hui, tu peux me dire que la monnaie, c'est une mauvaise chose. Je te bats sur toi. Donc, ça veut dire que toi, tu es en train de nous dire clairement qu'il n'y a pas de féministes au Cameroun. Ouais, ça ne devrait pas exister dans un pays pauvre. Un pays pauvre, quoi. Ok. Parce que c'est un truc de femme bourgeoise. N'est-ce pas? Ouais, d'après l'histoire et tout ça. Bon, parce que c'est un argumentaire discutable et je connais des femmes qui aimeraient bien discuter des choses comme ça avec toi, qui pensent qu'on a une vision, enfin que vous avez, moi j'ai pas dit quelque chose ici, qui pensent que vous avez une vision, qui pensent que vous avez une vision beaucoup plus traditionnelle, macho, voilà, on va dire ça comme ça. Un peu trop paternaliste, un peu trop dominatrice. Et voilà, en fait, le truc, c'est qu'elles peuvent réfléchir, elles peuvent faire pareillement comme toi. Donc, elles ne voient pas la différence entre toi et elle. Qu'est-ce que tu peux faire qu'elle ne peut pas faire? Donc, déjà, ton argument de base qui dit que biologiquement, c'est faux. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, elle estime qu'elle a les mêmes capacités que toi. Donc,
C'est-à-dire que sur un terrain, je sais pas, dans ton terrain de marketing, elle estime qu'elle peut même te battre dessus. Donc, tu vas avoir. Ouais, Jordi, c'est un peu comme si tu me dis, OK, elle a les capacités de le faire. On n'a pas dit qu'elle n'avait pas les capacités. Mais est-ce que tu es obligé de le faire? Non, je ne pense pas. Dans la mesure où, OK, elle a les capacités, par exemple, de chasser, mais est-ce qu'elle va partir chasser un lion? Non. Non, mais pourquoi elle ne va pas aller chasser un lion? Non, parce que premièrement, ça ne sert à rien. Comment ça ne sert à rien? Je vais t'expliquer pourquoi ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que il y a des gens qui doivent le faire. Et elle est attribuée à une autre tâche. Disons par exemple que. Voilà. Là où tu vas voir le problème avec Féminis. Parce que, en fait, je dis, il faut que la répartition des tâches est extrêmement importante dans une société. Ça veut dire, OK, depuis même dans le passé, c'est pas comme si on avait demandé aux femmes de ne pas travailler. Parce que le problème avec beaucoup de femmes, elles pensent qu'en fait, par exemple, rester à la maison et prendre soin de la maison, c'est pas un travail. Alors que c'est un travail. On peut pas savoir. Sinon, on ne devrait pas avoir le métier de ménagère. C'est un travail. C'est ça le problème. Et maintenant, comment tu expliques à une femme, par exemple, à une femme qui a perdu son mari et qui a perdu son mari avec 3 enfants et qu'elle doit élever ses enfants, qu'en fait, moi, je me bats pour que tu ne pas travailler. Elle aimerait ne pas travailler. Elle aimerait que son mari soit allé et continue à travailler pour elle. Et moi, je ne comprends pas le désir de beaucoup de femmes à vouloir travailler à tout prix, alors que tout le monde fait des efforts pour travailler le moins possible. Et c'est pour ça qu'on a la technologie, parce que l'idée, c'est de faciliter le travail de tout le monde. Mais il y a des femmes. Elle va te dire pourquoi toi tu veux sortir pour aller travailler. Donc c'est seulement toi qui as envie de sortir à l'état. Pourquoi toi tu ne restes pas à la maison? Tu ne pas travailler. Reste aussi à la maison, tu laves les assiettes. Elle n'est pas travaillée. Elle a envie de travailler. Effectivement, je dis. Et c'est ça. Et sans trop entrer dans la philosophie, je suis d'accord avec toi dans la mesure où je suis d'accord qu'il faut la répartition des tâches. Il y a des choses qui sont faites, pas forcément même pas en tant qu'homme femme. Il y a des trucs qui sont faits pour les enfants, pour un certain âge, pour un certain profil. En fait, je pense que la chose est structurée. Maintenant, la gente féminine est le fait de structurer la société comme étant une façon de les mettre en marge. Moi, je suis d'accord qu'il y a des choses que la femme doit faire. Il y a des choses que l'homme doit faire. Il y a des choses inversement. C'est écrit où? C'est pas écrit, c'est clair. Mais en fait, je veux dire, si tu marches dans la nuit avec ta copine et qu'on vous agresse, normalement, on voudrait que c'est l'homme qui protège la femme. Ça, on ne demande pas à la femme de protéger l'homme. On demande pas. Si tu as dit les arts martiaux, elle peut te protéger. Non, mais une femme qui a fait des arts martiaux, je ne suis pas sûr qu'elle bat 50% des hommes de la Terre. Surtout si on se met dans un contexte de danger. Parce que ce que les gens ignorent, c'est qu'on a un patrimoine génétique qui est clair. Ce qui fait que même une femme qui a appris la boxe et qui a même fait 10 ans dans les difficiles, face au danger, devant un homme qui n'a peut-être pas fait les difficiles, l'homme qui n'a pas fait les difficiles est capable de montrer beaucoup plus de courage qu'elle. C'est très discutable. Tu as connu les AOG et les Amazones? Non, oui, je vais venir et je vais parler des Amazones. Il y a une étude où on interviewe certaines personnes de l'armée, ceux qui ont fait, c'était quelqu'un. En fait, ils ont fait une guerre. Et après, on demandait aux soldats quel était votre ressenti quand on tuait au combat tombait un homme et tombait une femme. Et ils étaient beaucoup plus tristes lorsqu'une femme tombait au combat qu'un homme. Pourquoi? Alors que vous êtes sur un champ de bataille, vous êtes conscient des mêmes risques. Et certains ont même dit qu'il y a certaines femmes que lorsque ça devenait vraiment chaud, elles déposaient les armes pour fuir. C'est pas pour dire que en fait, la femme ne peut pas le faire, mais face au danger, la nature humaine se rebelle, le patrimoine génétique se rebelle, et chacun fait ce qu'il doit faire, et les cartes sont redistribuées. Aussi simple que ça. Et maintenant, revenons aux Amazones. Ok. Les Amazones, en fait, ce que moi j'aime avec l'exemple des Amazones, c'est le fait que ça montre juste aux femmes qu'elles ont la capacité de le faire. Mais c'est pas pour cette raison, c'est pas parce qu'elles ont la capacité de le faire qu'elles doivent le faire. Aujourd'hui, j'ai la capacité de marcher nu au Carrefour, mais est-ce que je vais marcher nu au Carrefour? Non. Mais elles l'ont fait. La capacité et le fait de faire, pour moi, c'est pas un argument, c'est pas sur ça qu'on doit discuter. Parce que de toute façon, le problème, c'est que si tu dis qu'une femme ne peut pas logiquement réfléchir, être rapide comme un homme, ici, bon, elle maintenant, c'est là où les féministes interviennent. Parce que là, quand tu leur dis, elle a la capacité, là, elle va maintenant vouloir te démontrer qu'elle peut le faire, tu vois. Ok. Aujourd'hui, prenons le cas. Les échecs. Prenons le cas des échecs, c'est une étude qui est démontrée. Les échecs, c'est quelque chose qui fait appel au niveau de réflexion. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le sexe. Nous sommes clairs là-dessus. Que la capacité de jouer aux échecs a plus quelque chose à voir au coefficient intellectuel et au niveau de réflexion d'un individu que par rapport à son sexe. Nous sommes clairs déjà là-dessus. Bon, évolue comment expliquer que la championne du monde aux échecs soit placée mondialement 25e? 25e par rapport à qui? Non, le classement mondial mixte. La plus grande. Comment expliquer? La plus grande. La championne du monde aux échecs féminine. Elle est classée 25e intelligence. Non, 25e mondial au championnat d'échecs mixte. Et ce qui est bien avec le championnat d'échecs mixte, c'est que après, au bout d'un moment, on s'est dit, ok, les femmes, elles doivent trouver de moins en moins d'intérêt d'y concourir parce qu'en fait, ça c'est. Tu sais ce que les féministes vont te dire? Elles vont me dire quoi? Tu n'as pas encore dit pourquoi les féministes. Elles vont te dire que. D'ailleurs, la fille là, elle a fait le truc là quand elle a joué aux échecs, c'est même quand elle est devenue championne. Bon, c'est une donnée qui date. Je ne sais pas si le classement a évolué entre temps. Elles vont te dire que c'est un milieu où on met beaucoup des hommes et tout. Donc, les échecs, ce n'est que récemment si peut-être qu'on a commencé à faire les championnats. Donc, on n'a pas testé beaucoup de femmes. Tu vois ce qu'elle va te dire? On n'a pas vraiment testé les femmes. Donc, il faut qu'on teste beaucoup de femmes comme des hommes. C'est-à-dire qu'elles vont te dire, par exemple, que dans l'histoire, sur tous les sujets possibles, tous les domaines possibles, on a toujours laissé un peu beaucoup plus l'homme, tu vois, aller travailler. Donc, comme tu as dit aujourd'hui, qu'elle reste à la maison. Donc, du coup, ce qui fait que c'est normal, tu ne peux pas comparer les trucs parce qu'il y a eu plus d'hommes qui ont travaillé que les femmes. Donc, si tu as quelques femmes qui arrivent à sortir du lot, c'est normal. Donc, maintenant, il faut qu'on laisse aussi des opportunités aux femmes de pouvoir démontrer. Ouais, je dis ce que tu dis est extrêmement intéressant, tu vois. Mais maintenant, allons aux bases claires, tu vois. Qu'est-ce qui était plus important au début de l'humanité? La survie de tout le monde ou bien l'émancipation de la femme? Là, ils vont te dire que là, c'était quoi? C'était la survie du couple.
pour que le groupe évolue, pour que l'espèce puisse évoluer, c'était la suivi du groupe qui était plus important que l'émancipation des femmes. Ouais. Ce qui fait que si au début de l'évolution, pour que nous puissions être là, il fallait que les femmes restent à la maison et allumer le feu, à aucun moment je pense qu'elles devraient aller chasser. Et c'est pour ça qu'ils vont commencer à discuter et tirer sur le patriarcat, c'est parce qu'elles ne comprennent même pas l'histoire. Et quand je dis comprendre l'histoire, c'est OK, elle part d'abord paléolithique, après au néolithique, elle évolue, elle voit comment la position de la femme évolue entre le paléolithique et le néolithique. Parce que l'évolution actuelle de la femme dépend beaucoup plus de l'histoire. Parce que quand tu regardes les conditions humaines et les conditions de suivi au paléolithique, tu te rends compte qu'en fait, ce qui faisait survivre le groupe, c'était quoi? C'était le pouvoir de procréer. Et il y a un truc aussi assez important sur le paléolithique, c'est que les femmes avaient un enfant à peu près chaque 2 ans. Et vu que l'espérance de vie était moindre, on ne va pas quand même envoyer les femmes, celles qui sont gages de la suivi du groupe, aller chasser avec les hommes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se fait? Les bases de la création sociale sont bien énumérées, tout se dessine. Et après, on ne peut pas se plaindre parce que dans toute situation, la suivi du groupe est plus important que l'émancipation de quiconque. D'ailleurs, même dans Titanic, quand le bateau, on sauve d'abord les femmes et les enfants. C'est normal. Effectivement. La vérité, c'est que Ça explique ce que tu dis, mais elle va t'expliquer que est-ce que dans le paléolithique ou bien dans l'histoire ou bien tout ce que tu dis là, ouais, les femmes étaient obligées de rester allumées le feu pour préparer, mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que la femme a besoin de rester à la maison pour préparer? C'est ça qu'elle va t'expliquer. Si elle ne peut pas, toi tu vas rentrer mourir. Non, toi-même tu peux rentrer, tu peux pas, tranquille. On a les robots, on a les trucs qui ont facilité la vie. Le monde a évolué. Même tu peux manger n'importe où. Quand elle est fière, prépare, tu dois préparer comme elle. Ouais, mais ça fait partie des évolutions du monde. Yes. Parce que, attends, je vais terminer. On va juste conclure ensemble, s'il te plaît. Ouais, termine. Ce qui est intéressant, c'est que vu que l'espèce humaine n'évolue plus peut-être au niveau des gènes, de la généalogie, au niveau des chromosomes et tout ça, on évolue au niveau des mentalités. C'est ça la nouvelle évolution du monde. Et les femmes ne peuvent pas exiger un changement de mentalité qui doit prendre 100 ans en 1 an. Et l'une des choses que les gens ne voient pas, c'est que, par exemple, le combat LGBT, en combien de temps, par rapport aux autres combats qui ont été menés dans l'humanité, ont été acceptés? Le combat LGBT n'a pas duré plus de 10 ans. Très rapidement, ils ont été acceptés dans le groupe. Donc, les femmes ne doivent pas exiger de vouloir que les choses aillent ailleurs. les féministes, comment ça tu vas t'en sortir? C'est les féministes derrière on va essayer de toujours un peu conclure avec des sujets un peu comme ça, des sujets épiques. Je pense que c'est assez bien pour terminer. Mais moi, je suis totalement de ton côté. Moi, je te titille juste. Tu sais que les féministes, il faut donner des arguments parce que généralement, quand tu parles comme ça, que tu n'as pas les arguments, elles vont te break. Tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis pour, pas forcément le patriarcat, moi, je suis pour le matriarcat, mais je comprends tout à fait. Je suis pour le fait que chacun a son rôle, que la femme et l'homme sont complémentaires, ils font pas la même chose. Moi, je suis pour le fait que la femme, voilà, c'est beaucoup plus de la douceur, de la tendresse, la famille et tout ça. Est-ce qu'elles vont comprendre alors? C'est ça la question. Les femmes veulent la domination. Elles veulent dominer l'homme. C'est ça. Ok les gars, bon, on a fait l'exploration, comme on s'est dit, objectif semaine prochaine, on trouve la nouvelle personne et chacun essaie de réfléchir sur tout ce qu'on a fait sur la partie exploration. On va encore continuer une deuxième partie d'exploration la semaine prochaine à partir de ce qu'on a fait aujourd'hui. Bon, merci à tous.